On se retrouve pour une occasion un peu spéciale. Nous sommes en live et nous allons faire de la lecture de livres. Nous allons lire le petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens qui a été écrit par Robert Vincent Joule et Jean-Léon Beauvois. Robert Vincent Joule, c'est un ancien enseignant que j'ai eu. J'ai eu la chance de l'avoir en tant qu'enseignant lors de mes études. Depuis, il est parti à la retraite. D'ailleurs, je l'ai eu la dernière année avant qu'il parte en retraite, pour être tout à fait franc. Enfin, je crois la dernière année ou l'avant-dernière, je sais plus. Bref, peu importe. C'est un livre donc qui est écrit par des psychologues sociaux, et il est, comme il est indiqué, à l'usage des honnêtes gens. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Qui, que, quand, où? Qu'est-ce que c'est que ça? En gros, c'est un livre qui va vous expliquer les techniques de manipulation, par exemple utilisées par le marketing, donc par tout ce qui est la vente, la publicité, ce genre de choses. Et dans l'idée, ce livre va t'expliquer comment ça fonctionne, pour te donner les clés, pour essayer de mieux y résister, pour ne pas y être aussi soumis que si tu n'avais été pas prévenu, pour être un peu plus vigilant. Ça ne veut pas dire que tu y échapperas, ça ne veut pas dire que tu y seras insensible parce que tu as la sainte connaissance, loin de là. Les psys sont les premiers à savoir que on est tout à fait soumis aux mêmes troubles que tout le monde, et c'est pas parce que tu sais comment ça fonctionne que tu vas y échapper, loin de là. Très loin de là même. Juste, tu as la possibilité éventuelle d'être un peu plus vigilant et d'essayer de peut-être mieux le gérer, peut-être sur le papier vite fait. Voilà. Mais c'est pas plus simple que ça. C'est un bouquin de zététique? Non. Niquez-vous. Niquez-vous la zététique. Vous êtes mignon la zététique, je trouve que c'est rigolo et que c'est intéressant pour des points de vue lambda, et je pense qu'il y a beaucoup de difficultés à plein de niveaux quand notamment des gens essaient d'appliquer des principes de zététique sur des choses qu'ils ne connaissent pas. Voilà, je résumerai à ça. C'est très intéressant la zététique sur le papier, je pense que ça peut servir à plein de choses dans plein de situations et que c'est très bien. Et je pense que c'est bien aussi, et que c'est pas forcément mis en avant, que la zététique a des grosses limites. Et que c'est pas forcément mis en avant très souvent, et que c'est mon problème avec un certain nombre de gens qui vont être fans de zététique. Voilà, pour moi le problème il est là. Désolé, ça fait longtemps que je t'avais pas taquiné. Ah bah oui, on aime bien me taquiner, hein. Petite coquine, c'est pas gentil, hein. Pas gentil. Ce que tu décris, c'est les moralisateurs idiots. Ah oui, mais je précise bien que je n'attaque pas la zététique. Le principe de la zététique, je trouve ça intéressant. Je pense qu'encore une fois, c'est très pratique dans plein de situations. Pour plein de gens, c'est très bien, et tant mieux hein, d'ailleurs. Hein, ça apporte justement, c'est comme le scepticisme, hein, ça apporte une réflexion et c'est pratique pour ça. Par contre, à contrario, quand vous avez des gens qui viennent utiliser la zététique, le scepticisme ou ce genre de méthodologie dans des endroits où ils ne sont pas censés le faire, parce qu'ils n'ont absolument pas la connaissance pour, ils font de la merde. Voilà, je vais résumer à ça. Et coucou Mine, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Pour vous résumer d'ailleurs, enfin pas vous résumer, pour vous faire un exemple concret, dernièrement il y a un truc de la zététique qui m'a fait péter un câble, mais genre bien de ouf. Est-ce que vous savez ce que c'est que les autodiagnostics? Les autodiagnostics, c'est un truc très simple. Quand vous êtes psychologue, plutôt clinicien du coup, et que vous allez servir à dépister certains troubles, certaines choses chez des patients, vous vous rendez compte que parfois, vous n'avez pas la nécessité, en fait, de faire, vous, en tant que psy, le diagnostic avec la personne. Parfois, vous pouvez juste fournir une grille, et si les gens vont aller appliquer la grille, ils peuvent eux-mêmes déterminer si, oui ou non, ils peuvent répondre à telle catégorie ou pas. Et donc c'est ce qu'on appelle un autodiagnostic. Ça permet d'éviter de faire tout un travail qui n'est pas nécessaire avec plein de gens, parce que les gens peuvent le faire tout seuls comme des grands chez eux. Et c'est quelque chose qui est codifié, qui est travaillé, qui est réfléchi scientifiquement parlant, il y a une méthodologie scientifique derrière, ça sort pas du cul en fait. Hein, voilà, c'est pas genre on a claqué des doigts, vas-y c'est magnifique. Et vous avez des gens de la zététique, effectivement notamment à Sermendax, mais c'est pas le seul, hein, j'en ai vu d'autres dans le même délire, qui sont venus dire alors oui, alors en fait l'autodiagnostic, en fait c'est un peu du flan, en fait c'est un peu du vent, alors en fait il y a des gens qui utilisent ça, mais c'est des menteurs patati patata. Et en fait ils viennent décrédibiliser tout un tas de personnes, en fait l'énorme majorité des gens qui font des autodiagnostics en l'occurrence, et qui sont capables du coup de diagnostiquer certaines choses chez eux, alors que ça n'a pas de sens, parce que bien sûr qu'il y a des gens qui vont frauder, comme dans tout, sur tous les aspects de la société, mais c'est genre 1 ou 2%, en fait. Sauf qu'avec la démarche qu'ils ont fait, ils critiquent à peu près tout le monde qui fait des autodiagnostics.
alors qu'ils n'ont strictement ni de près ni de loin de connaissances sur comment est-ce que ça marche, comment est-ce que ça a été construit, sur quoi ça repose et ainsi de suite. Et t'es là et tu fais putain les mecs, vous venez de faire des vidéos qui sont ultra virales et qui sont vues par je ne sais combien de gens qui du coup n'ont pas de connaissances parce que très honnêtement, le nombre de psychologues, c'est pas genre la majorité de la population. Non, les psychologues, on est une minorité, hein, comme tout plein d'emplois. Il faut passer des années et des années d'études pour faire ça. Enfin, moi, ce que j'ai comme bagage, c'est 7 ans d'études supérieures. 7 ans d'études supérieures, de la recherche pendant plusieurs années, dans des laboratoires et compagnie. C'est pas genre j'ai claqué des doigts et je suis dit vas-y c'est bon je suis psy. Non, mon titre il est protégé par l'État. Mon titre, je ne peux l'utiliser que parce que j'ai fait certaines démarches particulières, parce que j'ai été suivi par des psys qui ont vérifié que j'avais le bagage pour pouvoir être psy. Et si je peux utiliser aujourd'hui le titre de psychologue, c'est parce que j'ai un papier qui dit que l'État garantit et a vérifié que j'ai le droit d'être psy. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas psy et que vous vous dites que vous êtes psychologue, je précise bien psychologue parce que du coup il y a des gens qui trichouillent là-dessus justement et qui se disent par exemple psychothérapeute, ou ce genre de choses. Si vous dites que vous êtes psychologue et que vous ne l'êtes pas, vous êtes condamnable par la loi et vous allez vous faire défoncer. Hein. Croyez-moi qu'on va vous trouver, on va vous déchirer la gueule. Hein. Parce que vous devez être référencé dans les fichiers ADELI, parce que vous devez être protégé par l'État, votre titre doit être protégé par l'État, parce que ce que vous faites est super important et peut être super dangereux. Que justement vous ne le faites pas en claquant des doigts comme ça, sorti de nulle part. Alors je vous avoue que quand je vois des gens qui se disent de la zététique, encore une fois, je parle des gens qui se disent de la zététique, je parle pas de la zététique en tant que telle, qui viennent et qui vous sortent ce genre de conneries, ouais, moi ça me met vachement vénère. Moi ça me met un petit peu beaucoup en colère. Parce que non seulement ils décrédibilisent mon emploi, ils décrédibilisent le métier que je fais, les recherches que j'ai fait, les recherches que font tous les gens comme moi en psychologie, et que ça me les brise un petit peu vénère, hein, je vous avoue, genre un petit peu beaucoup. Et en plus derrière surtout, ça massacre et ça met un vent monumental à une quantité phénoménale de patients qui sont en difficulté, qui sont en souffrance, qui galèrent déjà suffisamment à être reconnus et à être pris en charge, parce que la France, c'est loin d'être un pays qui s'occupe vachement bien de la psychologie et des troubles psychologiques, mais alors vraiment, c'est la psychologie, la psychiatrie, c'est genre le parent pauvre du parent pauvre en France, hein. C'est un enfer hein, pour être suivi. Croyez-moi, moi pour être justement de l'autre côté, je le vois que c'est immonde, vraiment, c'est honteux. Que le pays en soit là, c'est honteux. Un pays aussi riche, aussi avancé que nous, et qui produit les connaissances qu'on produit, avoir aussi peu mis de moyens dans la psychiatrie, dans la psychologie, c'est une honte, vraiment. Mais bref, je vais pas me pencher là-dessus, je le fais déjà assez souvent. Toujours est-il que du coup, pour finir là-dessus, vous avez des patients qui sont déjà suffisamment en galère, et vous avez donc ce genre de personnes qui viennent dire oui alors parce que la zététique, ceci, cela, patati patata, mon fion, viennent décrédibiliser tout ça, et qui remettent, mais alors même pas à zéro toutes les démarches de ces personnes, de ces patients, il est fort partir encore plus loin, et regalérer encore plus. Enfin, juste, mangez vos morts, quoi. Voilà, donc, mon avis sur la zététique, c'est que sur le papier, sur le principe, c'est très intéressant, ça peut être très utile pour plein de raisons, avec plein de sujets, mais pitié, quand vous essayez de parler de zététique et quand vous essayez d'appliquer des moyens zététiques, faites-le sur des choses où vous avez un minimum de connaissances. C'est très bien de rien prendre pour acquis. C'est très bien de mettre les choses un petit peu en recul, de se poser des questions, mais allez chercher des gens qui sont pertinents en fait. Allez pas chercher, notamment quand tu invites, parce que là je vais reprendre le cas d'Astramandax, quand tu invites un spécialiste ou une spécialiste de la question, mais que tu te renseignes pas un minimum et que du coup, pique-poil, hein, par hasard, hein, tu tombes sur genre une personne qui est décriée par la quasi-totalité de la communauté scientifique. Normalement, tu prends pas en compte ce qu'elle te dit du coup. Parce que tu vois bien que si la communauté scientifique, dans sa grande majorité, dit que c'est de la merde ce qu'elle dit, c'est que le consensus scientifique n'y est pas, c'est pas sans raison en fait. Enfin, il faut au moins se poser la question. Ou alors aller chercher plusieurs personnes de plusieurs écoles ou dogmes on va dire ça comme ça, scientifique, pour justement mettre un peu les points de vue en exergue, enfin je sais pas, mais enfin genre juste c'est pas possible, enfin voilà. Donc les gens qui se disent zététiciens, ils ont une capacité et un potentiel à me les... Voilà, ça me chauffe. Après la zététique en soi, c'est rigolo et c'est intéressant sur le papier. Mais en vrai, enfin pas que sur le papier, encore une fois, il y a plein de chaînes qui sont très intéressantes et qui remettent justement un peu ça en question. Si vous reprenez par exemple, c'est Defecator. Defecator, par exemple, c'est une chaîne qui sert à vous expliquer comment est-ce qu'on peut casser les fakes, comment est-ce qu'on peut casser
les moyens justement qui sont utilisés, on va dire, de manipulation, de détournement. Et qui du coup est très intéressante et on peut appliquer ça, enfin on peut considérer que c'est de la zététique, typiquement. C'est de la zététique en soi. Et c'est bien fait, c'est bien pensé. Et c'est très bien. Mais Defecator ne va pas aller parler par exemple de sciences sociales alors qu'il n'y connaît pas grand chose. Vous voyez, c'est ça le truc. Acermandax, je critique Acermandax là particulièrement parce que vous m'avez parlé de lui et que en l'occurrence ça fait partie des personnes qui me saoulent parce que sur plein de points j'ai vu certaines de ses vidéos avec la tronche en biais qui sont très intéressantes, qui sont très bien, qui vulgarisent très bien, mais j'ai vu tout autant de ses vidéos où il dit des conneries plus grosses que lui, où il a fait venir des gens qui n'étaient pas compétents, pas pertinents, pour parler de sujets qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils ne connaissent pas, ou carrément où ils disent des conneries et des choses qui sont fausses et qui sont décriées par le reste de la communauté scientifique. Et je trouve ça très problématique quand tu as une chaîne que tu veux présenter justement comme étant une chaîne de zététique, de réflexion et compagnie, et que pour le coup tu ramènes Jean-Michel le nul quoi. Enfin, si tu veux aller chercher un Jean-Michel, essaye de rapporter un Jean-Michel qui est pertinent. Hein. Voilà, c'est ça. En vrai, encore une fois, c'est ça mon problème. Mon problème n'est pas avec la zététique, et je le répéterai et je le redirai encore et encore. Mon problème n'est pas avec la zététique. Ça n'a jamais été le cas. Sur le papier, je trouve ça très intéressant. Dans plein de situations, je trouve ça super intéressant. Mais il y a un moment donné où t'en as certains qui ont une énorme portée, comme la tronche en biais, qui disent des conneries et qui font des conneries monumentales. Et que du coup, je vais critiquer violemment. Mais c'est eux que je critique, ce n'est pas la zététique. Parce que j'ai vu les messages qui disent tu généralises un petit peu quand même et tout. Non, je ne généralise pas. Encore une fois, je précise bien qui et quoi dans quel cadre. La zététique, je trouve ça intéressant. Encore une fois, je trouve ça très intéressant. La démarche sceptique, je trouve ça très intéressant. C'est bien de ne pas prendre pour acquis quoi que ce soit. C'est une démarche qu'on peut qualifier un peu de scientifique, justement. Une méthodologie un petit peu scientifique. Et c'est très bien. C'est parfait. Mais à un moment donné, il faut aussi avoir conscience, parce que là je parle encore une fois de la tronche en biais, en particulier de l'Acermandax, quand vous venez sur des sujets où c'est pas pertinent, non, c'est pas pertinent quoi. T'as trigger sur les mots zététiques, oui parce que c'est triste, hein, mais si aujourd'hui vous parlez dans le public français de zététique, vous parlez de la tronche en biais, notamment vous parlez de plusieurs chaînes de zététique, vous parlez d'Astronogeek par exemple, qui est... Voilà, des bunkers des étoiles, on va pas en parler, qui est plus que questionnable sur tout un tas de points, et qu'ils font partie de ce qu'on appelle la communauté zététique. Ils font partie de ce que tu vas appeler dans l'imaginaire zététique en fait. Parce que c'est des grosses chaînes qui ont plus que pignon sur rue, qui ont participé à populariser le principe de la zététique au niveau du grand public. Donc forcément, si tu me parles de zététique aujourd'hui, je pense notamment à eux. Encore une fois, il y a plein de chaînes de zététique qui sont super intéressantes. Vous en avez plein. Vous avez plein de chaînes de vulgarisation qui sont super intéressantes. Et c'est très bien. Moi, c'est pas ça mon monde zététique. Alors, tant mieux. Mais ton monde zététique n'est pas le monde zététique en tant que tel. Si tu prends au jour, là présent, la zététique sur YouTube, tu ne peux pas mettre de côté la tronche en biais. Tu ne peux pas mettre de côté des bunkers des étoiles. Tu ne peux pas mettre de côté tout un tas de personnes. Parce qu'ils font partie de ce bassin, de ce qu'est le monde zététique dans le sens large. Toi, tu vas chercher de la zététique qui est plus qualitative, c'est une chose. Et il n'y a aucun problème. Au contraire, c'est très très bien. Hein, c'est parfait. Mais en l'occurrence, là, à l'heure actuelle, si tu cherches zététique sur YouTube, ils vont te sortir la tronche en biais. Ils vont te sortir des bunkers des étoiles. Ils vont te sortir tout un tas de personnes comme ça, qui sont, encore une fois, hautement dommageables pour la zététique, comme pour les sujets qu'ils traitent, assez souvent. Encore une fois, la tronche en biais, à plein de moments, a sorti des vidéos qui étaient super pertinentes, qui étaient super intéressantes sur des sujets qu'il maîtrise, et c'est très bien, c'est parfait. Mais sur tout un tas d'autres sujets, mon Dieu, quelle honte. Mon Dieu, quelle honte. Oh mon Dieu, quelle honte. Bref. Voilà, donc début de VOD où on est parti direct. Hein. Début de VOD, on avait dit on commence la lecture. Et au final, on a parlé pendant un moment d'autre chose, genre un quart d'heure. C'est pas grave. Tout va bien. Donc, je disais à la base, avant qu'on me trigger sur la zététique, je sais que c'est toi Ardine, hein, je n'oublie pas, hein, je sais que tu es la responsable. Sache-le, sache-le. Donc c'est un livre coécrit par Robert Vincent Joule et Jean-Léon Beauvois,
Robert Vincent Joule, qui est donc un ancien enseignant que j'ai eu à la faculté d'Aix-Marseille. Les digressions, c'est normal. Oui, oui, c'est toujours normal. Voilà, c'est... ZZ qui pique. Pourquoi? J'allais m'excuser d'ailleurs. Tu vas avoir plein de visibilité si jamais quelqu'un relaie tes propos. Ouais, bah écoutez, si vous êtes venu parce que j'ai commencé en mettant un gros taquet à la zététique et au monde zététique dans le sens général sur YouTube, bienvenue. Voilà. Et maintenant, on va parler d'autre chose. Zététique is the new valeur actuelle. Non, 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 non. Encore une fois, la zététique est super intéressante pour plein de trucs. Il y a plein de choses qui sont trop bien. Dans la zététique, vous avez des chaînes qui sont très bien. Moi, j'en suis plein. Si je vais regarder vite fait mon truc, mes abonnements, vous avez par exemple Defecator qui est très bien. Vous avez Monsieur Phi, qui peut être considéré comme aussi un peu de la zététique. Vous allez avoir quoi qui peut être considéré comme de la zététique? Un créatif, on va dire, de hygiène mentale, par exemple. Oui, hygiène mentale. Vous allez avoir le vortex. Selon les intervenants, ça peut être un peu de la zététique. Enfin voilà, vous avez énormément de choses qui peuvent être rapprochées de ce qu'on va appeler le scepticisme, la zététique en général. Et encore une fois, c'est super pertinent pour ça. D'ailleurs, si vous voulez des chaînes qui soient un petit peu, on va dire sur tout ce qui va... Alors je vais plutôt dire vulgarisation parce que moi je tape beaucoup plus large que... La zététique fait partie des chaînes, enfin certaines chaînes de zététique font partie de ce que je regarde, mais je regarde beaucoup plus de choses que ça et je regarde beaucoup de vulgarisation. Et j'ai plein de trucs qui sont de très bonne qualité et si vous voulez, à la limite, on pourra se faire une fois justement un petit live blabla où je vous présente un peu des chaînes que j'estime de qualité. Voilà. En revanche, certains de ces acteurs pourraient être dans les pages de valeur actuelle en tant que personnes apolitiques et des passionnés qui n'hésitent pas à débattre de tout, car tout mérite d'être débattu après tout. Oui. Ça c'est vrai, je suis assez d'accord Hardin, je suis assez d'accord, mais comme partout. Vous avez par exemple un truc qui moi me tue. Je suis quelqu'un qui profondément ne croit pas en tout ce qui est religion et compagnie. C'est votre droit d'y croire, il n'y a aucun problème. Je vais pas vous juger pour ça. Si vous prenez, on va dire, le milieu scientifique, moi, ma manière d'appréhender la science fait que il n'y a pas de preuves, ou il n'y a rien que je trouve, en tout cas, d'avoir de preuves suffisantes pour valider de manière certaine qu'il y a un quelconque esprit divin ou autre qui existe. C'est ma conception, encore une fois, c'est ce que je pense. Vous pouvez croire ce que vous voulez, vous pouvez être religieux ou pas, je m'en bats les reins, vous faites ce que vous voulez, vous croyez ce que vous voulez, je ne vous jugerai pas pour ça, jamais. Je vais pas estimer que vous êtes con ou quoi que ce soit, vraiment, vous croyez ce que vous voulez. Tant que vous respectez ce que croient les autres, moi je m'en bats les reins. Au niveau de la religion, s'entend, parce qu'au niveau de la discrimination, là par contre je vous défonce. Voilà. Mais bref, ceci mis de côté. Au niveau de la foi, je trouve que de fait, puisqu'on ne peut pas avoir de preuves, c'est une question de foi. Il faut croire, il faut vouloir croire, tout ça. Ok. Donc ça me semblerait assez incompatible avec la pensée scientifique que de croire que par exemple il y a une âme, que de croire qu'il y a des esprits, qu'il y a Dieu et ainsi de suite. Pour autant, j'ai eu des enseignants qui commencent leur cours de psychologie clinique, en vous disant que justement la psyché c'est super important parce que c'est relié à l'âme, à cet aspect immortel, et que justement il faut la protéger de notre vivant parce que quand on meurt, c'est la seule chose qui nous restera. Alors je vous avoue que moi ça me faisait doucement rigoler à l'intérieur de moi parce que bon, je suis en mode non, pour moi quand t'es mort c'est fini, point. Il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de truc immortel ou je ne sais quoi. Mais pour certains psychologues, et notamment là en l'occurrence c'était un psychologue clinicien, justement il faut prendre soin de la psyché autant que du corps de notre vivant, parce que la psyché, et même peut-être plus de la psyché, parce que justement en fait pour lui il y a une âme et que du coup quand on meurt, l'âme reste et que du coup il faut continuer en fait à protéger ça, parce que justement il faut en prendre le plus soin possible parce que c'est la chose qui va nous survivre, c'est la chose qui va continuer. Et c'est là où vous voyez que du coup lui il trouvait du sens dans son métier et il trouvait du sens dans sa démarche scientifique et ainsi de suite, mais sur un fondement religieux. Et d'ailleurs ça lui donnait une motivation assez incroyable à faire ce travail là, ce que je trouve très beau, ce que je trouve vraiment magnifique.
Moi, je suis à 10 000 lieues de ressentir la même motivation, la même source de motivation, très clairement. J'ai mes propres motivations, mais ça ne change pas que, en l'occurrence, c'était sa croyance qui permettait d'étayer sa démarche scientifique, son travail scientifique qui était tout à fait propre. Hein. Il n'y avait pas de remise en question des principes scientifiques ou que ce soit. Hein. Vraiment, c'était un très bon prof, très bon enseignant, et c'était un très bon scientifique. Voilà. Mais le fait est que pour moi, du fait d'avoir la pensée scientifique, justement d'avoir ma manière rationnelle de penser et de penser la science et de penser mon monde, ça m'est totalement incompatible et incompréhensible de pouvoir croire, de pouvoir être religieux, d'être croyant. Ça me semble absurde. Je respecte tout à fait les personnes qui le sont, mais pour moi, personnellement, ça me semble absurde. Et du coup, c'est marrant, et je constate qu'au contraire, il y a des scientifiques, et comme le dit Hardin, il y a énormément de scientifiques qui sont croyants et qui vont appliquer pourtant une méthodologie ultra scientifique qui pour moi de fait emmènerait à ne pas croire une quelconque religion, mais qui eux au contraire s'étayent sur leur foi pour avoir la motivation, pour avoir cette envie, pour aller creuser et aller chercher. Et je trouve ça magnifique, je trouve ça magnifique. C'est pas forcément incompatible, exactement. Certains voyant dans leur recherche une certaine admiration pour la création divine, tout à fait, tout à fait. Et encore une fois, je trouve ça beau même. Je trouve qu'il y a une beauté dans la démarche qui est assez belle. C'est presque poétique en fait. Cette recherche justement, cette motivation, cette envie de rendre honneur au divin, que ce soit dans la religion chrétienne ou d'autres religions. Enfin, vraiment, je trouve ça beau. Je trouve ça beau. Je trouve ça même très beau. Même si moi, ça me semble totalement what the fuck et à 10 milieux de ce que moi je pourrais croire, je trouve ça beau. Bref, je me recentre. Parce que les digressions c'est sympa, mais quand même. Hein. Voilà. J'ai entendu un scientifique dire, j'en ai tellement vu avec mes connaissances que croire en Dieu, c'est mon seul échappatoire. Bah ouais, ça serait pas si étonnant que ça. On va faire tout le livre, je vous préviens. Donc on va commencer par la préface. J'ai rencontré Jean Léon et Robert Vincent, qu'on me permette ici de les appeler par leur prénom. Ce sont maintenant des amis. À Dolmos, il y a déjà de longues années. Lorsqu'ils m'ont proposé d'être le personnage principal de leur prochain ouvrage, je n'ai pas beaucoup hésité, même si j'ai tenu à garder l'anonymat. Quelle femme n'a jamais rêvé de se glisser dans la peau d'une héroïne de roman? En l'occurrence, il ne s'agissait pas d'un roman, mais bel et bien d'un ouvrage scientifique, sur les ressorts de nos agissements les plus quotidiens. Le projet m'a vite séduite. À moi de raconter ce qui a pu m'arriver, dans la rue, en famille, entre amis, à eux d'en mettre en lumière les déterminants, en particulier ceux dont je n'avais absolument pas conscience. La chaude épaisseur du vécu d'un côté, la rigueur de l'analyse scientifique de l'autre. Comprendre comment j'avais pu, moi, m'interposer pour arrêter un voleur à la terrasse d'un restaurant. Comment j'ai pu assister jusqu'au bout à la projection d'un film qui n'avait ni queue ni tête. Comment j'ai pu acheter un salon en cuir rose aux galeries Cordès, etc. Ça me passionnait. Je ne me doutais pas qu'au fond de la boîte de Pandore se trouvaient les clés de la manipulation. Le désenchantement passé, je ne regrette pas d'avoir ouvert cette boîte. Il faut dire que les clés qu'elle contenait m'ont depuis beaucoup servi. Elles m'ont servi à prendre conscience des pièges qu'on nous tend ici ou là, pour nous amener où nous souhaitons pas forcément aller. J'ai en tout cas envie de croire que je suis moins manipulable qu'avant. Ces clés m'ont aussi servi, pourquoi les taire, à obtenir des autres certaines choses que je n'aurais pas obtenues sans elles, mais sur ce dernier point, je préfère rester discrète. Puissent les lectrices et les lecteurs tirer de la lecture de cet ouvrage le même profit que moi, Madame O. On lit le petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens. Il faudrait qu'un jour je fasse éventuellement une commande titre, mais vu qu'on fait des lectures différentes assez régulièrement, je pense que j'aurai très fortement la flemme de recommencer à chaque fois la commande. Voilà. Donc, je vous aime, mais non. La manipulation, c'est éthique quand c'est pour obtenir des subventions pour la recherche. Si seulement. Si seulement. Avant-propos. Le succès rencontré par notre petit traité de manipulation nous a surpris. Ce n'est pas tous les jours qu'un ouvrage écrit par des universitaires sur des thèmes en rapport avec leur recherche rencontre le public. Oui, non, mais mec, ils ont fait un bouquin qui s'appelle Petit traité de manipulation et ils sont étonnés que ça marche. C'est du foutage de gueule, ils savent très bien. Hein. Ils savent très bien. Hein. Le nom, il est pas sans raison. Hein. Parce que en recherche, ce qu'on appelle la manipulation, on l'appelle pas manipulation en recherche. En psychologie sociale, on appelle ça la communication engageante, par exemple. Ce qui rend un peu moins bien. Hein. Ça rend un peu moins bien. Oui, alors le titre est affiché sur le nom du live. En fait, je vous avoue que c'est marqué normalement juste sous ma tête.
Pas du coup sur l'écran du live, mais normalement c'est censé être affiché. Normalement j'ai mis le titre en dessous. Pourquoi ça apparaît pas? Normalement il y a un sous-titre. Pourquoi il n'y a pas le sous-titre? On triche. Qu'est-ce à dire que ceci? Je me fais avoir par... Ah, vous savez quoi? Je me demande si c'est pas parce que j'ai de la musique. Comme j'ai de la musique, à mon avis, ça remplace le sous-titre. Ouais, je pense que la musique prend la place. Quelle honte. Quelle honte. Bon bah attendez, au pire, voilà. Ça vous va comme ça? Vous le voyez là ou pas le titre? Ça marche? Hein? C'est valide? Bon. Et ben voilà. Voilà. Faudrait que je pense à le mettre dans le titre, exactement. Stream 3.0. Donc, pour te répondre, Ardine, oui, carrément. La question du cœur de cet ouvrage n'y est sans doute pas pour rien. Comment amener quelqu'un à faire ce qu'on souhaite le voir faire? Il est vrai que cette question, aussi vieille que le monde, concerne à peu près tout le monde, et chacun a sa petite réponse, même si elle ne le satisfait pas toujours. La nôtre se distinguait des réponses les plus courantes sur 2 points. D'abord, il ne s'agit pas d'en appeler à quelques astuces de bon sens, ni même à quelques dons qu'il conviendrait de cultiver, comme le charisme, le talent oratoire, etc., mais à des techniques adossées à des théories scientifiques ayant fait la preuve de leur efficacité dans des recherches expérimentales, de laboratoire et de terrain. Si ce premier point a pu réjouir les lecteurs soucieux de rigueur et d'administration de la preuve, un second a rencontré l'intérêt de ceux qui se méfient des habitudes et des idées reçues. Pas besoin en effet d'être séduisant ou d'occuper des places de pouvoir pour obtenir d'autrui ce qu'on attend de lui. Pas besoin non plus d'être un petit génie de la persuasion, voire un grand pervers maître dans l'art de torturer autrui à son profit affectif. Il suffit de connaître ces techniques. En dépit de leur efficacité, ces techniques et les théories qui les sous-tendent ne plaisent pas à tout le monde. Et pour cause, elles ne correspondent pas à l'image de l'homme porté par les valeurs dominantes de cette époque, prétendument des fins des idéologies, de promotion des libertés. Dans la mesure où il s'agit d'obtenir d'autrui qu'il fasse de lui-même ce qu'on souhaite le voir faire, en utilisant des moyens détournés, n'avons-nous pas affaire à des techniques de manipulation? Manipulation, le mot peut faire peur. Ce n'est pas par hasard qu'on préfère pudiquement parler outre-Atlantique de technologie comportementale périphérique, une terminologie moins précise, mais politiquement plus correcte. En quelque sorte, une appellation contrôlée. Appellation contrôlée ou pas, nous avons aujourd'hui 2 bonnes raisons de persister dans notre désir de les faire connaître. La première relève de la déontologie scientifique. Le chercheur n'a-t-il pas pour mission de porter à la connaissance du public l'état du savoir? Le second nous a dicté, par la multiplication dans le champ social des interventions mettant en œuvre les techniques décrites dans notre petit traité de manipulation. Elle relève de l'éthique professionnelle. La règle fondamentale de toute éthique professionnelle impose, en effet, de mettre en œuvre, et donc de connaître, qu'elles plaisent ou non, les nouvelles pratiques rendues possibles par les connaissances scientifiques actuelles, surtout lorsqu'on a pour mission d'éviter que des gens soient atteints dans leur intégrité psychologique ou physique. Un professionnel a-t-il de droit, pour satisfaire aux valeurs apportées par l'ère du temps, d'enfreindre cette règle d'éthique professionnelle, qui est aussi la première exigence de toute morale? Alors, sinon tu chopes l'image du livre et tu la mets sur ta cam. Oui, mais la flemme. Très putaclic Portac ce matin. D'abord, elle parle de Macron, ensuite de zététique, et là, elle explique comment on aime manipuler les gens. Et oui, ça y est, je suis devenu de droite. Et du coup, la séduction, c'est pas un peu de la manipulation, ça peut. Ça peut être des mécanismes qu'on peut qualifier de manipulation. Alors là, je vais vous faire une petite aparté anecdote personnelle. Donc du coup, monsieur Joule est un enseignant que j'ai eu à l'époque. Encore une fois, maintenant, il est à la retraite depuis déjà quelques années. Mais je l'avais en enseignement à l'époque. Et il nous expliquait que justement, il faut savoir que leurs recherches sont à la fois très suivies et très décriées. C'est-à-dire que l'État français, par exemple, ils les aiment bien. Ils leur disent faites vos recherches, expliquez-nous les trucs, donnez-nous les rapports. Par contre, à chaque fois qu'ils commencent à vouloir publier des trucs, genre comme ce livre, ils sont pas contents et ils râlent et ils prennent des retours en mode non, mais quand même, c'est des techniques de manipulation, c'est pas bien parce que du coup vous allez permettre aux gens de faire de la manipulation, c'est pas ce qu'il faut, patati patata. Et c'est pareil avec les entreprises aiment bien ce qu'ils font, ils ont essayé d'avoir des contrats plusieurs fois de financement avec des entreprises et c'est toujours plutôt très bien passé. Et les entreprises font exactement la même chose. Les entreprises c'est en mode oui on vous aime bien, faites vos recherches, donnez-nous les résultats. Et par contre dès qu'ils veulent les publier ils sont en mode non mais n'en parlez pas en fait, c'est pas bien. Alors l'État dit que officiellement c'est parce qu'il ne faut pas manipuler les gens, c'est pas bien.
Par contre, ils sont d'accord pour faire les recherches parce que c'est pratique pour le bien des gens. En fait, c'est ce qu'on appelle du marketing social. Vous allez voir, c'est magnifique, hein. C'est du marketing social. Le marketing social, c'est à partir du moment où vous manipulez les gens, mais pour leur propre bien. Et ça, c'est bien. Ça l'État français dit que ça va, ça passe. En tout cas, l'État français disait que ça passait à l'époque. Je sais pas où est-ce qu'on en est aujourd'hui, parce que je ne suis plus dans la recherche, j'ai arrêté ça. Mais parce que du coup, je suis streamer, donc voilà, je stream, je ne fais plus de recherche. Ça se tient, n'est-ce pas? Mais à l'époque, l'État français disait que c'était bon. Le ministère de la Recherche disait que c'était bon parce que c'était du marketing social, donc c'était bon, ça passait. Parce que c'est pour le propre bien du peuple. On va les amener à faire des comportements pour leur propre bien. Et donc du coup ça va, c'est valide. Et du coup ils sont obligés justement d'avoir ce genre d'approche là qui est à moitié hypocrite, de dire en fait les gars vous les utilisez, donc en fait on va les expliquer parce que en fait vous les utilisez. Et justement Zjoul il nous disait en cours que le truc qui le faisait péter un câble, c'était vraiment cette hypocrisie de la part des entreprises ou de l'État qui te disaient non, vous faites les recherches parce qu'il faut qu'on comprenne comment ça marche, mais vous les publiez pas, vous en parlez pas, vous faites pas des bouquins dessus ou quoi, parce que c'est pas bien, c'est de la manipulation, c'est mal. Par contre, les entreprises financent ça de ouf et les utilisent dans la publicité, les États les utilisent de ouf dans des missions on va dire de propagande et ainsi de suite. Notamment, vous savez que si Macron a été élu comme il a été élu, c'est parce qu'il s'appuyait sur certains outils on va dire de manipulation de statistiques qui ont permis de déterminer où est-ce qu'il fallait faire de la pub plus qu'ailleurs et ainsi de suite. C'est pas sans raison. S'il a pu cibler son discours de telle ou telle manière, si les différents politiques aujourd'hui peuvent cibler leur discours, c'est pas sans raison. C'est parce que les travaux faits par notamment Monsieur Joule et d'autres scientifiques dans le domaine permettent de savoir comment est-ce qu'on peut justement atteindre par exemple le but suprême d'avoir un vote pour toi, c'est qu'il faut taper sur tel ou tel discours pour tel ou tel type de public, et ainsi de suite. Et donc, du coup, ça permet de développer tout un tas d'outils qui sont utilisés en politique, qui sont utilisés dans la pub, qui sont utilisés dans plein de milieux. Et du coup, ce qui fait péter un câble à tout un tas de scientifiques, c'est qu'ils sont en mode, en fait, vous utilisez du coup une recherche pour faire acheter des trucs, pour obtenir des votes et compagnie. Et par contre, derrière, on n'a pas le droit de venir expliquer comment ça fonctionne. Niquez-vous, quoi. Et donc du coup, c'est ce que nous disait Robert Vincent Joule. Ouais, je crois que c'est aux alentours de mai, mars. Je saurais plus dire exactement. Peut-être mai, effectivement. Peut-être mai. Je me souviens que quand Hollande partait, je travaillais à l'hôpital public et on voyait les pistons arriver. Parce que du coup, juste avant l'élection, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait eu les anciens membres du gouvernement en fait, qui plaçaient leurs copains. Parce que Hollande avait dit non, je me représente pas, et donc ils savaient qu'ils allaient être éjectés. Et on était en février, quelque chose comme ça, et on voyait les gens qui étaient pistonnés, qui arrivaient dans l'hôpital public. On les voyait se faire positionner. Tiens, on a un nouveau directeur machin. Tiens, on a une nouvelle directrice machin truc. C'était rigolo, on va dire ça comme ça. Mais du coup j'ai souvenir qu'effectivement c'était quelque part comme février, donc ouais ça doit être 10 avril. Ok, 10 avril. Merci. Ça a été décalé pour éviter les vacances. Ok. Je continue. Donc voilà, tout ça pour dire que la petite anecdote elle est rigolote, c'est juste que justement c'est un peu ce qu'il a dit dans son... Comme ça s'appelle dans son avant-propos, c'est puisque de toute façon en fait tout le monde l'utilise autour de vous dans les entreprises et compagnies, à un moment donné, merde, niquez-vous, voilà comment ça marche, protégez-vous. Voilà. Introduction. Pas facile de se garer au centre-ville un samedi après-midi. Par bonheur, juste devant vous, une place se libère à l'angle de l'avenue Victor Hugo, du boulevard Georges Brassens. Vous saisissez l'aubaine. Malheureusement, devant le parc-mètre, vous vous rendez compte qu'il vous manque 50 centimes. Que faire ? Le plus simple est sans doute d'arrêter le premier passant et de lui demander poliment cette somme. Mais vous risquez d'être déçu. Alors suivez ce conseil. Commencez par demander l'heure. Et à l'heure obtenue, avant que la personne ait tourné les talons, dites-lui que vous avez besoin de 50 centimes pour alimenter le parc-mètre. Nous pouvons vous assurer qu'en procédant ainsi, vous multipliez vos chances de succès. Mais vous n'êtes pas obligé de nous croire sur parole. Un chercheur américain, Harris, en 72, a précisément comparé l'efficacité de ces deux façons de procéder pour obtenir une dîme, environ 50 centimes d'euros aujourd'hui, dans les quartiers d'Albuquerque, la plus grande ville du Nouveau-Mexique.
Lorsque la requête était formulée directement, un citadin sur 10 seulement acceptait de demander la somme demandée. Il s'en trouvait 4 fois plus lorsque l'expérimentateur avait préalablement demandé l'heure. Les chercheurs qui réalisent de telles expériences, il s'agit de psychologues sociaux, n'ont généralement pas besoin de monnaie. Ils ont même l'habitude de restituer aux promeneurs l'argent qu'ils leur ont ainsi subtilisé pour les besoins de la science. Ils réalisent évidemment ces expériences pour éprouver la validité de considérations théoriques qui peuvent être assez savantes. Tu es en train de faire tes griffes? Attention, hein, petite brindille. Sinon, il faut regarder ce qui a l'air du plus gros gauchiste. Oui, mais attends, tu comprends pas. C'est rond. S'il a l'air gauchiste et qu'il est réellement gauchiste, il a pas d'argent, il est pauvre. Tu sais bien que l'argent ne vient qu'aux gens de droite. Et on arrête de faire ses griffes sur mon fauteuil, s'il te plaît. T'es trop mignonne, petite boule de poil, mais pas les griffes, hein. Et merde, je suis démasqué. Eh bah oui. Tu sais bien que les gauchistes n'ont pas d'argent. Et oui, ils sont pauvres, c'est des punks à chiens. C'est des islamo-gauchistes monfions, tu sais, tout ça. Enfin, je sais pas trop ce qu'ils disent en ce moment à la droite ou l'extrême droite, mais bon, je présume que c'est toujours le même genre de conneries, donc... Tiens, d'ailleurs, on va faire une aparté. Pardon, je fais une aparté. Sinon, pas besoin de demander de l'argent, tu demandes le ticket de la personne précédente. Joli. C'est à partir de quel salaire qu'on est plus gauchiste? Ah, bah ça... C'est à partir du moment où tu commences à dire que finalement Zemmour c'est une candidature crédible. Voilà. Ça te va? Ou que tu estimes que quand même l'entreprise c'est plus important que les gens. Voilà. Si tu as cette pensée-là, je pense que tu es plutôt de droite. Je pense que tu n'as pas trop compris le principe de la gauche. Si vous êtes dans l'optique que la société est là pour les entreprises, vous êtes de droite. Hein. Je vous le dis, hein, je tacle direct, hein, mais voilà, c'est fait. Regarde, Onfray, il est de gauche. Onfray est de gauche. Le jour où Onfray est de gauche, il se passe beaucoup de choses d'un coup. Hein. Mais what the fuck, hein. Non, c'est pas trop lié au salaire. Hein. C'est pas du tout lié au salaire. Enfin, si c'est lié au salaire, dans le sens où tu as quand même une... comment ça s'appelle? Ah, quand les courbes avancent en même temps, tu as... C'est pas une synergie, tu as... Ah putain, j'ai plus le mot. Merde. Tu as... Voilà, statistiquement, le salaire il prédispose, exactement. Une corrélation, merci. Tu as une corrélation. Plus le salaire est haut, plus généralement tu as des comportements et des idées de droite. Mais tu peux tout à fait estimer que tu es quand même de gauche, ça ne n'empêche pas. Encore une fois, en psychologie sociale, en sociologie, ce que tu vas étudier, en psychologie, on va dire de politique, en sociologie politique, ce que tu vas étudier, en fait, c'est les comportements. Tu peux t'estimer de gauche, ça ne veut pas dire que scientifiquement, on va considérer que tu es à gauche. Parce que justement, en fonction de ton comportement et de ce qui est scientifiquement établi comme étant plutôt de gauche, plutôt de droite, sachant que c'est un continuum, donc vous imaginez, vous avez une droite infinie avec des comportements qui sont toujours plus à gauche, des comportements qui sont toujours plus à droite, dans les deux directions donc. Vous allez avoir les gens qui vont dire, moi je suis à gauche, mais en fait quand vous étudiez leur comportement, d'un point de vue scientifique, par rapport à la référence scientifique qu'on a, on va te dire, bah non, en fait, ton comportement est plutôt au centre, plutôt à droite, plutôt à l'extrême droite, peu importe. Voilà, et sinon le PS serait considéré toujours de gauche. Le PS dit qu'il est de gauche, mais dans les faits, ils sont plutôt bien au centre. Donc bon, bref. C'est quand tu commences à dire que si tu as réussi, c'est parce que tu as travaillé dur et que tous ces insérés ici, insultes dénigrantes, n'y arrivent pas car ce sont des feignasses. Oui, ça marche aussi bien, ça marche bien. J'ai un troll à balancer, mais je sais pas si j'ose. Vas-y, tu préviens que c'est un troll et tu mets un kappa à la fin. C'est important. Il y a un décalage politique vers la droite, non? Ah, bien sûr. Ah, mais tout à fait. En France, à l'heure actuelle, le cadrage politique des partis politiques, je parle bien des partis politiques, est très clairement parti sur une droite. Oh, regardez, il y a une papate qui s'est tendue. Oh, la petite papate mignonne, pardon. J'ai été distrait. Mais du coup, très clairement, en France, les partis politiques ont un gros basculement vers la droite. Quand tu vois... Oh, d'ailleurs, ça m'a fait rire. Alors, j'avais une anecdote, enfin j'avais un truc à vous dire, mais d'abord, avant de vous dire ce que j'avais à vous dire, je vais vous faire une anecdote parce que ça me fait penser à ça. Je suis sur un Discord, alors je ne donnerai pas de nom ni quoi que ce soit parce qu'on va encore me faire des reproches après, mais bon, je suis sur un Discord avec des gens, et notamment certaines personnes que je n'apprécie pas,
Et la dernière fois, il y a une personne qui a sorti le débat Zemmour-Mélenchon, c'est quand même l'extrême droite qui rencontre l'extrême gauche. Et je me suis dit donc ça veut dire considérer que du coup Mélenchon est extrême gauche. Que Zemmour tu le considères extrême droite, il n'y a aucun problème. Effectivement il est plutôt extrême droite, oui ça c'est plutôt clair. Mais alors que tu considères Méluche comme extrême gauche, j'avoue que j'ai beaucoup rigolé. J'avoue que j'ai trouvé ça très drôle parce que en vrai, c'est un des partis politiques les plus à gauche dans les partis qui sont considérés comme crédibles. Alors crédibles dans le sens où les médias les mettent en avant et disent qu'ils ont peut-être un petit peu une chance, hein. Ok. Mais what the fuck? Le jour où Méluche il est à extrême gauche dans la politique, voilà quoi. C'est la gauche la plus extrême en France, mais même pas. Mais même pas. Tu vas voir du côté de comment il s'appelle ah j'ai oublié son nom. Poutou. Le parti dans lequel est Poutou, ils sont bien plus à gauche que la France Insoumise, par exemple. Enfin, voilà, t'as toujours tout un tas de partis qui sont vraiment bien plus à gauche que la France Insoumise, et pas genre un petit peu. C'est genre, vraiment, il y en a. Mais par contre, dans les partis qui sont, on va dire encore une fois, crédibles, et crédibles, ça sous-entend mis en avant et qui sont éduqués, enfin qui sont mis en avant par les médias comme ayant potentiellement une vague chance de réussir à être visible dans les élections, vraiment qui peuvent exister quoi. Tu vas avoir effectivement la France Insoumise comme le parti le plus à gauche parce qu'ils vont considérer que Poutou n'a aucune chance. Ils te le traitent vraiment comme c'est un peine-cul, il représente que dalle, on s'en fout. Et pourtant, Hardin l'a dit d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que les partis politiques, les politiques gouvernementales et ainsi de suite sont de plus en plus à droite. Par contre, les sondages montrent, les travaux montrent que de plus en plus, le peuple français, les membres du peuple français, quand tu interroges les gens dans la rue et compagnie, ont des idées de plus en plus à gauche. Ce qui est rigolo, ce qui est quand même très rigolo. Mais après, ça se comprend aussi quand tu regardes les statistiques en termes de vote. Quand tu regardes les statistiques en termes de vote, tu te rends compte qu'en fait, c'est très inégal la manière de voter des gens. C'est-à-dire que plus tu as des gens qui sont sur les courants politiques à gauche, moins ils sont susceptibles de voter. Alors que plus ils sont sur les partis à droite, plus ils sont susceptibles de voter. Donc forcément, si tes votants de gauche votent moins, bah politiquement parlant, ceux qui passent dans les partis politiques, dans les gouvernements, bah, c'est ceux qui sont plus à droite, forcément, c'est logique. Donc du coup c'est assez rigolo, Mais bon bref, du coup j'ai raté le troll, c'était Zemmour, c'est une candidature crédible, tout le monde peut se présenter, mais c'est pas un président crédible. Ah non mais il y a beaucoup de choses qui n'est pas crédible, hein. C'est pas un humain crédible non plus, hein. C'est... Je crois que t'as loupé mon troll, mais tu devais prendre tes lunettes de soleil, ça fait mal aux yeux. Pourquoi? C'est quoi le rapport avec les lunettes de soleil? Mais j'ai vu le troll, je l'ai lu, je l'ai jugé et j'y ai répondu. Voilà, parce que je suis gentil, je suis poli. Ça brûle? Ah oui, un petit peu. Enfin bref, voilà. Donc maintenant, j'en viens à ce que je voulais vous dire à la base. Parce que du coup, je taclais un petit peu le fait que la droite et l'extrême droite ont tendance à dire qu'en gros, tout ce qui est à gauche, c'est des gros pauvres, tout ça. Voilà, ok. Un truc qui est intéressant, par exemple en ce moment, il tacle beaucoup sur tout ce qui est les recherches intersectionnelles. Et je vais vous faire un parallèle qui est extrêmement pertinent. Vous allez voir que normalement, vous allez comprendre aussi. On est quand même tous globalement une communauté de personnes qui geek. On est d'accord que nous, là, on est quand même des gens qui, en général, pour une majeure partie, vont être assez faciles pour aller vers des jeux vidéo, pour jouer. Hein, on est d'accord. Vous connaissez un petit peu bien les mécaniques des jeux. Par exemple des jeux de rôle, des jeux vidéo et ainsi de suite. On est d'accord que quand même, voilà, on aime bien les jeux vidéo en général. Je ne dis pas que tout le monde qui est présent sur les streams aime forcément les jeux vidéo, mais ou les jeux de rôle ou quoi, mais on a quand même une part de population non négligeable qui apprécie ça. Quand vous jouez, et que du coup vous avez votre personnage, par exemple, qui se retrouve à affronter un ennemi. L'ennemi, manque de bol, a une capacité qui fait qu'il vous met du poison. Vous savez, le fameux dégât sur le temps, le DOT, pour ceux qui connaissent un petit peu plus le langage de gamer. Vous voyez le principe du coup. Hein, vous prenez du dégât sur le temps, même si le mec vous frappe pas, vous prenez du dégât sur le temps. Ce qui est chiant. Admettons que, manque de bol, vous avez un deuxième ennemi qui vient,
et que lui, il a par exemple des dégâts enflammés. Du coup, il vous met un deuxième dégât sur le temps qui vous fait brûler en même temps que vous prenez du poison. C'est chiant. Puis en plus, vous avez 2 attaquants, du coup, il faut esquiver bien et tout ça. Vous imaginez qu'en plus de ça, vous avez un troisième ennemi qui vient, qui est super agile et qui du coup arrive à tout le temps être dans votre dos et vous mettre des taclés dans le dos. Ce qui est vachement chiant, hein, voilà, c'est super relou. Là, vous commencez à voir un petit peu le principe. Bon, bah maintenant, vous transposez ça dans la vie réelle. Hein, et bah, votre personnage, c'est si vous êtes une femme noire, pauvre en France. Le poison, c'est le fait que vous êtes noir. Le dégât du feu, c'est le fait que vous êtes une femme. Les coups dans le dos constants parce que vous avez un troisième ennemi qui est super agile, c'est le fait que vous êtes pauvre. Voilà. C'est ça le principe d'être intersectionnel, enfin des recherches intersectionnelles. C'est qu'on constate que quand tu as une cause qui fait du dégât, bah, si tu en as plusieurs et que manque de bol, toi t'as pas de chance, tu te retrouves être une personne qui correspond à tous ces dénigrements différents et que du coup tu en prends dans la gueule, et bah tu prends vachement plus cher dans ta gueule en fait que si tu affrontais un seul ennemi. Voilà. Et ça me fait mourir de rire quand vous voyez des connards de droite et d'extrême droite qui viennent te dire oui mais non mais les recherches intersectionnelles c'est du foutage de gueule, c'est juste pour se plaindre patati patata, en vrai on parle pas des vrais problèmes, le vrai problème c'est ceci manchon cru, par exemple l'immigration, par exemple ceci, cela, enfin toutes leurs conneries habituelles quoi. Alors qu'en vrai si vous réfléchissez 30 secondes, enfin c'est quand même super simple quoi. On peut créer un mouvement pour les gauchers, s'il vous plaît. Mais quel enfer. Mais quel enfer. Il faut arrêter de troller, monsieur. Mais typiquement, oui. Les LGBT, handicapés, obèses, enfin, tous les trucs qui peuvent m'amener de la discrimination, tu constates que bah, si t'as pas de bol et que tu corresponds à plusieurs des minorités, bah, t'en prends 10 fois plus que si tu n'en apportais qu'à une seule. Parce que si tu retransposes dans un jeu vidéo, t'es ton joueur tout seul, tu vas aller tacler le méchant qui te fait du poison. Quand t'as juste lui affronter, c'est vachement plus simple que quand t'as lui, puis le mec qui fait des dégâts de feu, et puis le mec qui est super agile qui te met des coups dans le dos. Enfin voilà, c'est pourtant assez cohérent, assez logique, c'est ce que montrent toutes les recherches, et pourtant vous avez tout un tas de connards qui vous disent non mais c'est une question d'idéologie mon cul, parce que c'est des connards d'islamo-gauchistes. Enfin, what the fuck quoi, what the fuck, juste incroyable. Moi ça me perturbe toujours autant. Ça me perturbe toujours autant de voir les gens comme ça, de droite et d'extrême droite qui te sortent ce genre de truc. Ça me... Bref. Et les gauchérous. Mais je ne suis pas gauchère, je peux pas adhérer. Zut. Ah. Et les moches et les petites tailles avec une dyslexie. Alors, effectivement, ce qui est un critère de beauté, c'est très discutable. Parce que ce qui peut être beau pour l'un peut ne pas l'être pour quelqu'un d'autre. Et vice versa. Donc du coup, moche, je dirais pas que ça fait rentrer dans les discriminations. Là où par contre effectivement être de petite taille et avoir de la dyslexie, par contre oui, complètement. Bref, je reprends la lecture quand même. On en fait des digressions, Je suis sûr que c'est la faute d'Ardine. Il réalise évidemment ses expériences pour... Non, ça je l'avais lu. Il reste qu'il fournisse ce faisant une façon de procéder, une technique que vous pouvez utiliser tous les jours pour obtenir d'autrui quelque chose que vous n'auriez pas obtenu par des moyens plus directs, en tout cas pas avec la même facilité. Quelle agression! Oui. Je suis petit, je suis mignon. Peut-être. Or, obtenir de quelqu'un qu'il fasse librement quelque chose, ici donner 50 centimes, dont il aurait préféré se dispenser et qu'il n'aurait pas fait à la suite d'une simple demande, à appeler des choses par leur nom, c'est de la manipulation. N'est-ce pas, par exemple, une forme de manipulation que d'obtenir de Madame O qu'elle commande un tourne-page, 3 porte-bouchons, une douzaine de cendriers gonflables, autant d'achats qu'elle n'aurait jamais sérieusement envisagés, avant d'avoir rempli le bulletin de participation au super Grand Prix d'automne de la maison dolmacienne qui permet de gagner cette année un chèque de 500 000 €, une KW13 dernier modèle, une semaine de vacances en famille sur les plages d'Olmat. On rencontre ainsi, dans cette discipline expérimentale et descriptive qu'est la psychologie sociale, un nombre non négligeable de travaux dans lesquels les chercheurs amènent des femmes, des hommes, des enfants à se comporter en toute liberté, différemment de la façon dont ils se seraient comportés spontanément, à l'aide de techniques qu'on peut considérer comme de véritables techniques de manipulation. La recherche de Harris, qui vient d'être évoquée, n'est qu'un exemple parmi d'autres. Ces travaux scientifiques sont riches d'enseignements pratiques, car ils touchent directement à notre vie quotidienne. Il n'est guère, en effet, que deux façons efficaces d'obtenir de quelqu'un qu'il fasse ce qu'on voudrait le voir faire. L'exercice du pouvoir, ou des rapports de force, et la manipulation. Sauf si c'est un trait physique très voyant qui n'entre pas dans les critères de beauté de la société. Le mot moche sera justement l'adjectif auquel tu seras associé. Oui, c'est vrai que ça peut. C'est vrai que ça peut.
La première est volontiers considérée comme banale, évidente et même légitime. On trouve parfaitement normal qu'un salarié fasse ce que son supérieur hiérarchique attend de lui, ou qu'un élève se comporte comme ses enseignants l'exigent. Dans le même ordre d'idées, on trouvera parfaitement normal qu'un otage puisse sous la menace lire devant une caméra un texte à la gloire de ses ravisseurs. Dans de tels cas, on obtient quelque chose d'autrui, parce qu'on dispose du pouvoir, ou de moyens de pression, ou des deux à la fois. Dans de tels cas également, la personne qui s'exécute en faisant ce qu'on lui demande de faire a le plus souvent pleinement conscience de la situation de subordination dans laquelle elle se trouve, et la personne qui ordonne a le plus souvent pleinement conscience de la position de pouvoir ou de force qu'elle occupe. Pas d'accord avec quoi? Pas d'accord avec quoi, Balkeo? Si tu marques juste pas d'accord, je sais pas à quoi ça se rattache. J'ai vu une femme avec une tache de vin sur le visage, ça la rend pas moche, c'est un peu étrange quand tu la vois pour la première fois, mais passer ça, après, bah c'est son visage, quoi. Alors, ça c'est peut-être ta réaction, mais pour plein de gens, je serais vraiment pas étonné que, puisque c'est un facteur physique qui n'est pas commun, ça tombe dans la mocheté, qu'il considère ça moche. En fait, il faut faire une distinction entre ce qu'on va appeler un biais comment dire, entre le biais de confirmation, parce que toi tu vis ça, tu la vis comme ça, tu considères que c'est comme ça pour tous, et ce qui représente réellement un fait de société. Si tu regardes aujourd'hui dans les faits de société, dans les termes de statistiques, les gens qui ont des défauts physiques ne sont pas considérés comme beaux. Et tu le vois pour des trucs simples, par exemple les modèles, les mannequins. Tu regardes comment est-ce qu'ils sont faits, tu regardes qu'est-ce qui est considéré comme beau, et tu vas voir du coup ce que la société va considérer comme moche aussi en fonction, en fait en creux. Si tu voyais une quantité, on va dire raisonnable de mannequins qui est présenté on va dire des disparités physiques inhabituelles, comme une grosse tache de vin ou quoi, on pourrait dire qu'effectivement là tu peux avoir un élément physique qui rentre dans le cadre de la beauté et qui du coup ne serait pas considéré comme moche. Si aujourd'hui tu prends quelqu'un qui a une tache de vin, dans la plupart des cas, encore une fois on parle dans la plupart des cas, tu vas tomber sur des gens qui vont te dire que c'est pas très joli ou que c'est bizarre. Même toi tu vois, tu dis au début c'est un peu étrange, tu réagis par l'étrange, enfin tu vas considérer que c'est étrange alors que c'est pas étrange, c'est juste son visage, point. Enfin, mais tu vas quand même avoir le présupposé que c'est étrange avant de dire bon bah non c'est son visage, c'est bon, c'est normal. Mais tu vas quand même avoir le présupposé c'est étrange. Et t'as beaucoup de gens qui vont rester sur ça, voire qui vont évoluer non pas en c'est étrange, c'est normal, mais en c'est étrange, en fait c'est moche. Tu vois, c'est ça le truc. Certes, mais c'est juste mon avis. Je dis pas que j'ai raison au sens général du terme. D'accord, bah comme tu dis en fait pas d'accord, ça peut laisser penser que tu n'es pas d'accord dans la manière générale en fait. C'est pour ça que je pense qu'on a réagi moi et la goupille, c'est parce que ça peut laisser penser ça. Du coup, désolé. Euh, je continue. Tout le monde ne dispose pas. J'utilisais le terme étrange car je voulais aller vite. Oui, mais ça ne change pas que tu ne considères pas ça comme normal. Tu vois ce que je veux dire? Tu considères pas que c'est la norme. Tu considères que ça sort du cadre de la beauté classique. De fait. Beaucoup de boulots ne sont pas accessibles si tu n'es pas considéré comme beau et belle, comme hôtesse de l'air ou d'accueil, commercial, mannequin, et j'en passe, effectivement. Tout le monde ne dispose pas du pouvoir suffisant ou des moyens de pression nécessaires pour obtenir d'autrui ce qu'il souhaite obtenir. Des esprits chagrins avancent même que ceux qui en disposent ne sont pas les plus nombreux sur Terre. Et c'est à dire que, dans leur grande majorité, les gens n'attendent rien des autres? Certainement pas. Plus souvent qu'on ne le dit, nous souhaitons voir se comporter d'une façon déterminée et avantageuse pour nous, des personnes sur lesquelles nous n'avons ni pouvoir ni moyen de pression. Il peut même nous arriver d'avoir envie d'obtenir quelque chose de notre patron. On peut alors, bien sûr, se contenter d'une simple requête, de s'en remettre aux aléas de l'argumentation, de la séduction. Mais ces stratégies d'argumentation ou de séduction requièrent des compétences ou des attributs que tout le monde n'a pas. Argumenter demande du talent, et ne séduit pas qui veut. Il est d'ailleurs bien connu que ces compétences et attributs nécessaires à la persuasion, à la séduction, vont la plupart du temps de pair avec les positions sociales et statutaires les plus confortables. S'il est courant de voir un PDG convaincre ou séduire ses subordonnés, il est plus rare que l'inverse se produise. Aussi, argumentation et séduction ne sont-elles pas, pour le commun des mortels, les moyens les plus sûrs d'obtenir quelques faveurs? Que faire alors sinon manipuler? La manipulation reste en effet l'ultime recours dont disposent ceux qui sont dépourvus du pouvoir ou de moyens de pression. Elle présente en outre l'avantage de ne pas apparaître comme tel, autrui ayant le sentiment d'agir librement, sur la base de sa personnalité, de ses idées, de ses valeurs.
Gageons que les promeneurs américains qui ont donné une dîme, après avoir donné leur, n'ont pas eu le sentiment d'avoir été influencés. Ils n'ont d'ailleurs pas fait l'objet d'une agression insupportable à l'endroit de leur autonomie de décision ou de leur liberté d'action. Aussi, personne n'a-t-il certainement pensé que le fait de donner leur pouvait le prédisposer à donner par la suite de l'argent. Et pourtant, en somme, les gens se soumettent. Ils font ce que d'aucuns ont décidé qu'ils feront, mais, et c'est le propre d'une manipulation réussie, en ignorant tous les facteurs qui ont déterminé leur consentement. Ne soyons toutefois pas inquiets pour leur confort psychologique. Demandez-leur pourquoi est-ce qu'ils ont agi ainsi, ils vous répondront qu'ils sont des gens serviables. Ils se soumettent donc, pensent-ils, en toute liberté. De là à parler de soumission librement consentie, joue les Beauvois en 2009, il n'y a qu'un pas. Et tout le monde y trouve son compte, manipulateur et manipulé. Même si elle n'est pas l'heureuse gagnante du super Grand Prix d'automne de la maison dalmatienne, Madame O sera toujours satisfaite de disposer désormais d'un élégant tourne-page en titane, de 3 porte-bouchons finement ciselés, et de ces 12 cendriers gonflables qui amusent tant ses amis. Peut-être pensa-t-elle même avoir fait une bonne affaire. Quant au directeur commercial de la maison dalmatienne, il sera ravi de compter Madame O au nombre de ses nouvelles clientes. Bienvenue à la maison. Oui, sauf à être perçue comme telle par le manipulé. Mais dans ce cas-là, elle est ratée. La manipulation satisfait tout le monde. D'ailleurs, depuis déjà plusieurs décennies, les managers ont appris à l'occasion des séminaires divers à associer l'exercice du pouvoir à quelques techniques qui, à les considérer de près, procèdent de la manipulation. Si le recours à un mode de commandement plus démocratique dans un atelier, si l'introduction d'une méthode de décision de groupe, ou encore la mise en place de cercles de qualité, ou de groupes de projets, si donc toutes ces panacées d'une gouvernance éclairée n'ont jamais modifié fondamentalement la marge des entreprises, n'est-ce point parce que, au bout du compte, les collaborateurs en arrivent le plus souvent à décider eux-mêmes de faire ce que, en d'autres temps, on leur aurait purement et simplement imposé. Mais à ce jeu-là, les pédagogues avaient appris quelques avances. Ne réfléchissent-ils pas, au moins depuis le début de la Troisième République, à la meilleure façon d'imposer, sans en avoir l'air, des apprentissages exigés par l'évolution sociale des savoirs, des techniques, des mœurs? Non, la manipulation n'est pas, comme on le prétend trop souvent, confinée aux pratiques les plus sournoises d'individus peu fréquentables aux objectifs inavouables. Des marcheurs malhonnêtes, avocats marrons, politiciens sans scrupules. Il est de ce fait curieux qu'aucun ouvrage de la langue française, avant la première version de celui-ci, n'ait proposé au public un florilège de ces techniques de manipulation qu'étudient les psychologues sociaux depuis la dernière guerre mondiale et que tout un chacun pratique, plus ou moins consciemment, dans la vie de tous les jours, qu'il soit vendeur, pédagogue, manager, parent, militant ou simplement mendiant. Des fois on peut se dire c'est étrange, ça doit pas être facile tous les jours. Pour quoi? Qui? Hein? J'ai pas le rapport. Désolé. J'ai pas le rapport. Du coup, je trouve ça intéressant comme intro. Il vous parle de plusieurs choses. Alors, le premier truc qui vous parle, c'est que... Ah, pardon, hein, excusez-moi, je fais un peu craquer ma nuque, j'ai un peu mal. Le premier truc qui vous parle, notamment, au début, c'est le fait que, en fait, la manipulation, ce qu'on peut qualifier de manipulation, comme la séduction, comme la position de pouvoir, on va dire la manipulation par autorité, en fait c'est réservé aux personnes qui ont déjà des avantages non négligeables de base, comme une position de pouvoir, une position sociale, qui fait qu'en fait ils sont avantagés et qui du coup ils peuvent utiliser ces mécanismes-là. Ça c'est un premier point qui est intéressant parce que du coup ça montre que la séduction et compagnie au finalement c'est hautement social. Ça veut dire que c'est une construction de la société. On va estimer que telle personne a un pouvoir de séduction, non pas parce qu'il a en tant que tel un pouvoir de séduction, mais parce qu'il va répondre à des critères qu'on estime dans notre société répondre de la séduction. Par exemple, je vais prendre un cas d'un film. Vous avez un film, enfin un bouquin très mauvais, une trilogie très mauvaise et un film très mauvais, qui s'appelle 50 nuances degrés du coup, qui vous présente un quelqu'un qui est très 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 séducteur, qui est immensément sexy, qui a un pouvoir de séduction incroyable, parce qu'il a des thunes. Vous mettez la même situation où le mec n'a pas de thunes, croyez-moi que le livre se passerait pas pareil. Hein. Ce qui fait qu'il est séducteur, c'est parce qu'il a du pouvoir, parce qu'il a une position sociale qui lui donne du pouvoir, qu'il a une position sociale qui lui permet d'avoir l'aura séducteur. Mais en vrai, vous le prenez et vous lui mettez, je sais pas moi, dans la rue avec une tenue de mendiant, enfin en mendiant, il va pas avoir le pouvoir séducteur, hein, ça va pas passer. Hein.
des gens qui ont des critères physiques qu'on va estimer beaux, qui peuvent répondre à la séduction, il y en a plein, qu'ils soient riches, qu'ils soient pauvres. Ceux qui sont séducteurs, ce sont ceux qui généralement ont le compte en banque et la position sociale qui va avec, parce que ce sont des éléments annexes sociaux qui participent à l'image qu'on a du séducteur. Il faut qu'ils répondent à ça. Et même, vous le voyez par exemple dans les films, vous le voyez dans les séries, vous le voyez peut-être aussi avec des gens que vous connaissez, ceux qui vont avoir aussi l'aura de séducteur sans avoir une position sociale, sans avoir un compte en banque important, généralement sont séducteurs parce qu'ils accordent en fait, parce qu'ils prennent, ils se mettent en harmonie avec ces éléments-là. En fait, ils font semblant, ils font comme si ils avaient une forte position sociale, comme si ils avaient un gros compte en banque. Et justement, ce qui peut se passer assez régulièrement, c'est que, en vrai, quand tu te rends compte qu'en fait, non, c'est juste Jean Mich qui est ouvrier à la chaîne et pas Jean Mich grand PDG, et il perd tout son attrait séducteur parce que finalement c'est qu'un pen-cul comme les autres. Et c'est là où on voit bien que justement c'est ça qui est intéressant, c'est que ce qu'on appelle la séduction, ce qu'on va considérer comme de la séduction, au final ce n'est qu'une construction sociale, ce n'est qu'un objet social construit avec une position sociale, avec un compte en banque qui te donne une position sociale et ainsi de suite. C'est ça qui est vachement intéressant. Après, le deuxième truc sur lequel il part, c'est sur le fait que du coup, les moyens de manipulation, tout le monde en utilise, tout le monde en fait, pour tout le temps en fait, qu'on en ait conscience ou pas. Et ce qu'on va appeler manipulation, en fait, c'est à partir du moment où on va se rendre compte que si on a fait telle ou telle action, c'est parce qu'on est capable de déterminer que c'est dû à tel ou tel élément, facteur qui a été présenté avant, et que du coup, si on est capable de manipuler cet élément-là, on sait que la personne va réagir comme ça. Mais par contre, ça veut pas dire que on est des gros connards sociopathes qui veulent manipuler de ouf. Non, on le fait même inconsciemment dans plein de situations. Quand, je sais pas moi, quand vous vous faites... qu'est-ce qu'on va dire? Quand vous faites arrêter, par exemple, vous êtes en train de conduire, vous êtes tranquille, et vous faites contrôler par des flics, voilà, pas de bol, ça tombe sur vous, vous vous faites contrôler, il fait le tour du véhicule comme ça, vous avez rien à vous reprocher particulièrement, mais le flic arrive et il vous dit vous avez un feu rouge qui marche pas. Normalement vous êtes censé prendre une amende. Si vous êtes gentil, enfin généralement vous allez être un peu gentil, vous allez être en mode ah merde je savais pas ou quoi, ce qui peut être vrai ou pas. Vous allez essayer de jouer un petit peu sur la corde sensible pour qu'il vous laisse partir sans vous mettre une amende. Ça par exemple c'est de la manipulation, que vous en ayez conscience ou pas, que vous le fassiez consciemment ou pas, par exemple c'est de la manipulation. Et ça vous le faites dans plein de situations, plein de situations. Que vous soyez jeune, que vous soyez vieux, que vous soyez homme, femme, vous faites de la manipulation tous les jours de votre vie, probablement vous avez des actions qui consistent à faire de près ou de loin de la manipulation. On peut même pousser ça plus loin. Typiquement moi je suis streamer, j'essaie du coup de vous présenter un contenu qui vous plaît, qui vous intéresse, qui vous questionne. Je fais ça pour que vous me donniez de l'argent. Et de toute évidence, puisque nous avons 43 subs sur la chaîne, ça marche. Je vous manipule. J'arrive à produire un comportement que si je ne faisais pas ce que je fais, de streamer, d'essayer de vous faire des lectures intéressantes ou autres, n'arriverait pas à produire le comportement que vous réalisez de me donner de l'argent. Si je ne faisais pas de stream, si je ne faisais pas de lecture de livres de sociologie ou autre, vous ne me feriez pas de don. Vous n'auriez pas de raison de me faire un don. Donc même ça, techniquement, si on pousse un peu loin, on peut se rendre compte que en fait, c'est une forme, on va dire, de manipulation dans le sens où je vais manipuler certains paramètres pour pousser à un certain comportement. Donc là, en l'occurrence, je vais pousser le fait de streamer et de streamer un contenu que j'espère intéressant pour vous pousser à me rémunérer. Mais ça, vous l'avez dans plein de situations différentes, qui sont bien sûr différentes et qui peuvent apporter ou pas une rémunération, enfin, sur plein d'éléments différents. Et donc ça, il le met en avant. Un autre truc qu'il met en avant aussi, et que je trouve intéressant, c'est que la manipulation, c'est pas quelque chose donc de sale, puisque tout le monde en fait tout le temps pour plus ou moins plein de trucs. C'est que c'est pas mauvais, c'est juste que c'est quelque chose qui existe, ça fait partie des relations sociales. On va de près ou de loin faire des choses qu'on peut qualifier de manipulation, qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises volontés, qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises raisons derrière, peu importe, on va en faire parce que c'est comme ça qu'on interagit entre autres. C'est pas le seul moyen d'interagir, mais c'est un des moyens d'interagir entre individus.
Et que du coup, faire croire que la manipulation c'est réservé à des personnes très spécifiques qui sont dans des situations de pouvoir, dans des situations par exemple de malversation, comme bah, il dit des démarcheurs malhonnêtes, des avocats marrons, des politiciens sans scrupules, et ainsi de suite, bah au final c'est faux. Enfin non, bien sûr que non, que ça ne se limite pas à ça. Et même au-delà de ça, un autre truc qui met en avant, c'est que justement, bah, les politiques qui sont mis en place, par exemple par les gouvernements, c'est une forme de manipulation. Si on va faire des filières, par exemple dans l'éducation nationale, si on ouvre, par exemple 500 postes, alors je dis une bêtise, hein, mais 500 postes dans telle filière, parce que on voit que là, en ce moment, on a beaucoup de demandeurs, enfin on a beaucoup de contrats dans cette filière-là, mais qu'on n'a pas beaucoup de demandeurs d'emploi dans cette filière-là. On ouvre plus de postes pour que du coup il y ait plus d'élèves à la sortie qui fassent ce métier-là. Mais du coup, on va manipuler les gens, on va manipuler les élèves pour qu'ils aillent dans ces filières-là plus que d'autres. Tout simplement en ayant ouvert 500 places ici et en ayant ouvert que 50 là. Du coup, on pousse la majorité à venir vers là où il y a 500 places. Mais parce qu'on veut que les gens aillent remplir tel type de contrat. Parce que dans notre société capitaliste, on estime que cet emploi-là doit être rempli, par exemple. Et ça, c'est une forme de manipulation d'une certaine manière. Et donc, comme ils le disent, en fait, ce qui est étonnant, c'est qu'au final, il n'y a pas eu beaucoup de travaux rendus publics, largement publiés, qui t'expliquent justement comment tout ça, ça marche, pour expliquer les tenants et aboutissants, alors que, en soi, tout le monde en fait, les gouvernements, les entreprises, les publicités, vous, moi, tout le monde en fait, et que justement, ça serait intéressant de voir où est-ce qu'on en est, parce que là où les recherches ont avancé, forcément, puisqu'on avance dans nos recherches, bah, les connaissances produites sont utilisées. Elles sont forcément utilisées par des personnes. Par exemple, ça peut être des gouvernements, ça peut être des entreprises, mais du coup, si c'est pas mis dans des livres qui sont largement diffusés au grand public, bah eux, ils vont passer outre alors que les connaissances sont avancées et que c'est quand même dommage et qu'il faut justement donner ces connaissances à tout le monde. Bon, voilà en gros pour pour la petite intro. N'hésitez pas à me poser des questions s'il y a des trucs sur lesquels vous voulez que je revienne dans ce que je lis. Si vous avez des sujets que vous voulez approfondir, n'hésitez évidemment absolument pas à me poser la question. Je suis là pour ça. Je suis là pour qu'on prenne le temps. Je suis là pour vulgariser le contenu du livre qui est déjà en soi très bien vulgarisé, hein, quand même. Mais voilà, n'hésitez pas. Le but du jeu, c'est que ce soit interactif. Alors pour toi, petite fougère de YouTube, évidemment, tu es sur YouTube, tu n'es pas là en temps réel. Mais pareil, n'hésite pas. Si à un moment donné tu as une question, à poser un commentaire pour savoir, pour connaître un peu plus sur tel ou tel élément, n'hésite pas. Chapitre 1. Les pièges de la décision. Arrêtez le voleur. Madame O est généralement seule les jeudis. Lorsque reviennent les beaux jours, il lui arrive souvent de profiter de ses heures de liberté pour se rendre à la plage San Valentino. Après s'être longuement baignée, elle aime aller déguster des coquillages à la terrasse d'un petit restaurant du bord de mer. Ce jeudi de juin la voit donc satisfaire à ses habitudes. La journée s'annonce des plus agréables. Peu de monde sur la plage, un ciel serein, une eau cristalline. Que demander de plus? Près d'elle, sur une serviette de bain trop grande, de la couleur de son maillot trop petit, une jeune femme rédige un texto. Elle est seule et elle semble absorbée par ses pensées. La voilà qui s'adresse maintenant à Madame O, sans se départir de son téléphone portable, un XD5 flambant neuf. Auriez-vous du feu, s'il vous plaît? Dans un sourire, Madame O sort un briquet de la poche intérieure de son sac de plage et le lui tend. Les heures de farniente passent vite. Il est déjà 17h30. Madame O éprouve le besoin de se rafraîchir une dernière fois. Lorsqu'elle revient s'étendre sur le sable après avoir fait quelques brasses, elle est témoin d'une scène par trop fréquente sur les côtes d'Olmat. Sa voisine, certainement en train de se rafraîchir à son tour, a laissé son portable sur sa serviette, et un inconnu s'apprête à le dérober. Il a la trentaine et il a l'air sûr de lui. Après un coup d'œil furtif aux alentours, il s'éloigne, mine de rien, en apportant le téléphone. Madame O n'a rien perdu de la scène et elle n'est probablement pas la seule à ne pas avoir été dupe du manège. Personne n'a cependant réagi, ni elle, ni les autres. Madame O hausse les épaules et allume nerveusement une cigarette en se cachant derrière ses lunettes de soleil. Décidément, maugrait-elle, on ne peut plus prendre un bain en paix. 19h, Madame O est arrivée suffisamment tôt pour disposer de l'une des tables les mieux placées, celles qui permettent de dîner en regardant la mer. La terrasse du restaurant commence néanmoins à se remplir. « Excusez-moi », la femme qui s'adresse à Madame O a un fort accent étranger. « Je dois aller téléphoner.
voudriez-vous jeter un coup d'œil sur ma valise, s'il vous plaît ? Madame O ne peut naturellement refuser. Bien sûr, je vous en prie, articule-t-elle machinalement, sans presque lever le nez de ses huîtres. Moins de 5 minutes plus tard, Madame O est amenée à s'inquiéter des agissements d'un individu, venu s'asseoir à côté de la valise. Son inquiétude n'est pas sans fondement. S'il aborde un air innocent, il est déjà debout, la main sur la poignée de la valise. « Au voleur ! Au voleur !» ne peut-elle s'empêcher de crier, en s'interposant. On se donnera sans doute qu'une même personne, se trouvant dans deux situations semblables, et aussi proches dans le temps, impliquant deux délits de même nature, puisse réagir de façon si différente, assistant passivement à la scène dans le premier cas, intervenant sans la moindre hésitation dans le second. De deux choses l'une, ou bien Madame O manque de consistance dans ses actes, ou bien l'histoire que nous venons de raconter n'a aucune crédibilité. On considère en effet volonté que les gens ont, en dépit des circonstances, un comportement dit consistant, selon le principe de la consistance. Alors là, je fais une petite pause. Le principe de la consistance. Alors, en gros, en psychologie sociale, on estime que les gens ont un comportement qui est consistant. Autrement dit, qui est constant sur le temps. Si dans telle situation, ils vont avoir tel genre de réponse comportementale, normalement, si on leur représente une situation comparable, ils sont censés avoir le même genre de réaction encore. Autrement dit, ils sont constants dans le type de réaction produite pour le même type de stimuli. C'est assez simple, c'est assez clair à comprendre. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire, j'essaie vraiment de vous vulgariser au maximum, et encore une fois, normalement le livre est déjà plutôt vulgarisé, mais n'hésitez vraiment pas à me dire s'il faut, n'hésitez vraiment pas à me dire si c'est suffisamment clair, parce que c'est l'idée, il faut que ça soit clair, donc dites-moi, mais voilà, pour le principe de la consistance, c'est simplement le fait d'être constant dans le type de réaction produite pour un même type de stimuli. Donc normalement, dans le cas d'un vol, si tu réagis, tu es censé réagir les fois d'après. Dans le cas d'un vol, si tu réagis pas les premières fois, tu n'es pas censé réagir les fois d'après. En tout cas, c'est pas logique, c'est pas cohérent. Et donc il faut comprendre qu'est-ce qui fait que dans un cas, tu n'as pas réagi de la même manière, parce que du coup, ça veut dire que la situation n'est pas la même. Voilà. Donc là, en l'occurrence, alors qu'on pourrait croire que la situation est la même, il y a quelque chose qui a fait que non, ce n'est pas la même situation. Il n'est pour s'en convaincre que de se référer à la définition que les psychologues donnent de la notion de la personnalité. La personnalité est, par définition, ce qui caractérise en propre une personne donnée. Elle permet donc, pour les psychologues, de comprendre pourquoi les gens se comportent différemment les uns des autres dans une même situation, par exemple en intervenant ou en n'intervenant pas pour arrêter un voleur, et pourquoi est-ce qu'ils ont tendance à se comporter de la même manière dans des situations comparables. La notion de trait de personnalité, c'est quelqu'un d'honnête, c'est quelqu'un d'intransigeant, etc., apparaît comme le fleuron analytique de cette conception. Ainsi, on serait attendu, après avoir vu Madame O assister passivement au larcin sur la plage, à la voir se conduire tout aussi passivement au restaurant. Inversement, quelqu'un ayant observé la vive réaction de Madame O au restaurant serait sans doute surpris d'apprendre que cette même personne avait assisté avec une tranquillité indifférente au vol d'un téléphone quelques heures auparavant. Il est vrai que le principe de consistance comportementale nous simplifie grandement la vie. Ne nous permet-il pas, connaissant la façon dont les gens se sont comportés dans le passé, de faire d'utiles prédictions sur leur conduite à venir. On n'hésitera pas à recourir aux bons offices du voisin de palier qui s'est si aimablement occupé du chien la semaine dernière. Mais on évitera désormais de demander quoi que ce soit au locataire du premier, qui, prétextant un récent tour de rein, a refusé de nous prêter main forte pour descendre la machine à laver, hors d'usage à la cave. C'est d'ailleurs sur cette notion de consistance comportementale que reposent les pratiques de recrutement. Si un employeur prend le soin de s'informer sur les conduites professionnelles passées d'un candidat à un poste de direction, ce n'est pas pour rien. C'est pour éclairer l'avenir à la lumière du passé. De même, lorsque dans un cabinet de sélection, un psychologue observe la façon dont un candidat se tient sur son fauteuil, répond aux questions qui lui sont posées, c'est encore pour présager de ses réactions dans des situations concrètes de travail. Ces exemples illustrent à quel point le recours au principe de consistance comportementale est, dans nos cultures, naturel. Il nous permet de prédire et d'expliquer les conduites humaines. On saisit mieux alors le trouble qui a pu être le nôtre en constatant la facilité avec laquelle Madame O pouvait déroger à ce principe de consistance. Son inconsistance ne doit cependant pas être considérée comme le fait d'une personnalité à part, de quelqu'un dont les agissements ne seraient pas ceux de tout le monde.
On ne compte plus aujourd'hui les études qui montrent la difficulté qu'il y a à prédire le comportement d'une personne dans une situation donnée, à partir de son comportement dans une situation antérieure, pourtant comparable, et davantage encore à partir de ce qu'on croit savoir de sa personnalité et de ses attitudes. Imaginons, par exemple, que nous souhaitions faire une prédiction sur l'acceptation ou le refus dans les années 30 ou même 40 de servir des clients de couleur dans un restaurant américain donné. Si les gens étaient consistants, on devrait pouvoir s'appuyer sur au moins 4 types d'informations concernant le patron de ce restaurant. 1. Des informations concernant ses comportements antérieurs. Par exemple, il n'a pas cédé sa place dans l'autobus à une chinoise enceinte. 2. Des informations sur ses attitudes. Par exemple, il déteste les noirs. 3. Des informations sur sa personnalité. Par exemple, il est autoritaire et intransigeant. 4. Des informations enfin sur ce qu'il déclare faire dans une telle situation. Par exemple, je ne recevrai jamais de personnes de couleur dans mon restaurant. Or, il ressort clairement des nombreuses observations et d'expérimentations que pour peu qu'on oublie l'isoloir, la validité des prédictions que l'on peut faire sur la base de ces 4 types d'informations est assez proche de la validité de celle que l'on ferait si on ne savait rien. Alors je vous le dis pas à chaque fois, mais vous avez très souvent, c'est-à-dire quasiment toutes les pages, vous avez des références. Là par exemple, ce que je viens de lire, il y a un petit astérix et vous avez un énorme texte explicatif qui vous explique pourquoi. Donc là par exemple dans à celle qu'on ferait si on ne savait rien, vous avez nous renvoyons le lecteur intéressé à Michel en 68 et Wicker en 69. Le lecteur savant nous fera certainement remarquer que depuis les années 60, le sévère constat établi par les auteurs comme Michel et Wicker a conduit à poser autrement le problème. Et il aura raison. Nous lui répondrons que poser autrement un problème ne signifie pas que sont dépassés le constat qui avait conduit à poser et le problème lui-même. Poser autrement un problème revient souvent à en poser un autre, dont le traitement est susceptible de déboucher sur des résultats plus acceptables pour les tenants des conceptions ambiantes. On nous comprendra si nous disons que la question de « cet homme blanc raciste va-t-il plus que d'autres non racistes refuser de céder aujourd'hui sa place dans ce bus à cette vieille femme noire ?» n'est pas du tout la même question que « un homme qui aime les styles rouges va-t-il plus que les autres acheter un stylo rouge plutôt qu'un stylo bleu ou vert ?» Là, c'est assez intéressant parce qu'en gros, ce qu'il vous dit, c'est que la manière dont on fait des études n'est pas du tout la même. C'est pas la manière dont on fait les études. On fait les études de la même manière. L'enrobage de l'étude, la présentation de l'étude n'est pas du tout la même en fonction de l'époque. Parce que justement, il y a des questions sociales qui ne se posaient pas avant, qui se posent aujourd'hui. Par exemple, dans les années 40 et 60, on ne faisait pas vraiment le distinguo raciste par raciste. En fait, on disait, est-ce que les gens vont servir les gens de couleur ou pas ? Point. Bien sûr que si tu regardes un petit peu maintenant avec du recul, les États-Unis des années 40 ou 30, tu te rends compte que l'écrasante majorité des propriétaires d'établissements comme les restaurants, les bars et ainsi de suite étaient tenus par des hommes blancs. Et que du coup, c'est ce qu'on appelle du racisme, de servir ou pas des personnes noires ou d'autres ethnies. Mais à l'époque, on ne pouvait pas poser cette question-là comme ça. Ça n'avait pas de sens. On ne posait pas les questions du racisme parce qu'elles ne se posaient pas vraiment. On commençait à se poser des questions, mais c'était très peu clair. Et aujourd'hui, pour des questions pour des questions éthiques et sociales, vous pouvez pas en France, par exemple, faire une étude sociologique qui va se baser sur des distinguos ethniques. Parce qu'on interdit les recherches qui se basent sur des distinguos ethniques. On estime que c'est pas très propre, parce que ça peut amener à des discriminations et ainsi de suite. Parce qu'il y a plein d'éléments, il y a plein de facteurs qui peuvent rentrer en compte, qui peuvent expliquer telle ou telle chose. Je vais vous prendre un exemple concret. Si aujourd'hui on fait une étude sociologique qui dit, par exemple, en fonction de la couleur de peau, est-ce qu'on peut déterminer le niveau de richesse ou le type de métier fait ? On va prendre un truc à la con. Il y a de très grandes chances que vous tombiez sur, il y a une énorme corrélation entre les personnes pauvres et de métiers, on va dire, avec peu d'études, corrélées avec la couleur de peau, par exemple noire. Et ça pourrait laisser penser, et ça pourrait être utilisé par tout un tas de gens pour dire, en fait, regardez, les noirs, ils sont cons, ils sont pas capables de faire quoi que ce soit, donc forcément ils sont pauvres, et forcément ils font des métiers nuls. Alors que, aujourd'hui on en a conscience, là je prends un cas où justement ça a été étudié, on a conscience qu'en fait, pourquoi est-ce que c'est dans cette situation-là ? C'est parce qu'en fait il y a un racisme qui est présent, systémique, dans nos sociétés occidentales plutôt blanches, et que ce qui se passe en fait, c'est que, comme tu n'autorises que très peu à des personnes noires, typées de différentes ethnies, en tout cas différentes que blanches, d'avoir des positions plutôt élevées,
en tout cas ça reste minoritaire, et ben ils peuvent plus difficilement apparaître en fait, puisqu'on leur empêche d'accéder à ces emplois-là. Et au-delà de ça, il en va de même lors des études. On se rend compte que par exemple, si on prend les quartiers qui sont plutôt mal famés, on les réserve aux populations qui du coup sont pauvres, populations pauvres qui sont généralement les populations plutôt de différentes ethnies, de différentes minorités, parce que justement on leur permet de moins d'avoir des bonnes positions, ce qui fait que leurs enfants se retrouvent dans des quartiers où les collèges, l'éducation sont plus compliqués, ce qui fait donc du coup qu'ils peuvent moins facilement obtenir de diplômes et de diplômes élevés, qu'ils sont moins facilement acceptés dans des écoles privées et ainsi de suite, qu'ils sont du coup moins facilement acceptés à des postes plus élevés dans les entreprises et compagnie, ce qui fait que leurs propres enfants seront probablement pauvres, qu'ils seront donc probablement dans des quartiers malfamés, et ainsi de suite, et vous voyez qu'en fait il y a un cycle qui se met en place. S'il n'y a pas d'études, c'est qu'il n'y a pas de problème. S'il y avait des problèmes, il y aurait des études. Mais bon, bref, voilà. Tout ça pour dire que là, aujourd'hui, typiquement, si on voulait étudier le comportement, peut-être que voilà, on partirait sur un intitulé théorique qui serait un homme qui aime les stylos rouges va-t-il plus que les autres acheter un stylo rouge plutôt qu'un stylo bleu ou vert, plutôt que dire est-ce qu'un homme blanc raciste va plus ou moins choisir des clients blancs, hein, plutôt que noirs ou je ne sais quoi. Voilà. J'ai lu un truc comme quoi il faut 6 générations pour sortir de la pauvreté. C'est du flan, c'est pire que ça, c'est bien pire que ça. Mais genre vraiment, vraiment bien pire que ça. On estime à l'heure actuelle qu'il est extrêmement difficile, voire impossible, dans nos sociétés occidentales, de réussir à sortir d'une situation de pauvreté. C'est-à-dire que statistiquement parlant, à l'heure actuelle, si tu prends les riches, si tu prends les populations riches, et là on parle riches qui gagnent... alors attendez que je réfléchisse, je sais plus exactement l'étude, je l'ai plus en tête, j'ai même plus le nom de l'auteur ou des auteurs. Mais en gros, je crois que c'est à partir du moment où tu gagnes plus de 5000 euros, je crois. Je crois que c'est à partir du moment où tu gagnes plus de 5000 euros, tu as quelque chose comme 90% des gens qui sont en fait issus de familles qui gagnaient déjà au moins la même somme ou plus. Et en fait, du coup, tu te rends compte que la mobilité n'existe quasiment pas. En fait, le résultat de il te faut au moins 6 générations, c'est si toutes les lunes sont alignées, toutes les planètes sont alignées en même temps et que tu es le saint élu de la probabilité du cul, euh, tu peux réussir à en sortir en 6 générations, mais il faut que à chaque fois, il y ait eu toutes les opportunités possibles. Ce qui est improbable, du coup. Ce qui est fondamentalement improbable. C'est plutôt ça en fait le coup de cette statistique là. C'est que en moyenne, ceux qui ont réussi à sortir de la pauvreté, ils l'ont fait en 6 générations, mais ça veut pas dire qu'ils l'ont réussi par eux-mêmes. Et c'est ça le truc. C'est là d'ailleurs tout le problème de la méritocratie. Elle te fait croire que tu peux, parce qu'il y a quelques très rares exemples de gens qui arrivent à sortir des situations de pauvreté et compagnie. Sauf que, malheureusement, quand tu étudies ça d'un point de vue sociologique, quand tu vois les réelles mobilités ou plutôt non-mobilité, tu te rends compte que statistiquement, c'est négligeable, c'est extrêmement négligeable. C'est pas parce que tu as une personne qui a réussi, même un peu plus en l'occurrence, parce qu'on est sur des ordres de grandeur qui n'ont rien à voir, hein. On est très nombreux sur Terre quand même, et même en France, on est 70 millions, une connerie comme ça. On est du coup avec des ordres de grandeur qui sont plutôt en termes de centaines, voire de milliers de personnes, mais en fait, statistiquement, c'est pas significatif, parce que ça représente rien, ça représente rien. Vraiment, c'est anecdotique. Et le pire en plus de ça, c'est que là, on a eu de la mobilité qui s'est fait dans les classes sociales, on va dire dans le siècle qui vient de passer. Mais en l'occurrence, ça s'est passé non sans raison. C'est parce que ça s'est passé à cause de révolutions industrielles et technologiques qui ont été ultra violentes et qui ont remanié vraiment en très grande profondeur, les cartes. Et pourtant, même comme ça, on constate qu'à l'heure actuelle, les familles, les 10% les familles les plus riches sont à 80%, je crois que c'est quelque chose comme ça, sont à 80% les familles les plus riches d'avant en fait. Donc même en ayant une situation où toute la société a complètement éclaté, a complètement dû changer parce qu'on a eu des moyens technologiques, des moyens informatiques, des moyens industriels qui ont vraiment tout changé, qui ont tout remis, qui ont tout rebattu les cartes, en fait tu te rends compte que même comme ça en fait ceux qui avaient déjà l'avantage gardent l'avantage en fait. C'est ça qui est ouf quoi. C'est ça qui est ouf. Effectivement, tu as la guerre aussi qui rentre là-dessus, mais la guerre ne s'est déclenchée que parce que en vrai, on a eu des moyens technologiques et industriels phénoménaux qui nous ont permis de mettre en place un niveau de relations entre pays extrêmement explosif
et qui a pu déboucher dans la guerre telle qu'on les a eues, les deux grandes guerres mondiales, qui du coup ont fait une réduction de la population monumentale, qui du coup ont participé à remanier les cartes encore. Donc, mais tout ça en fait à la base c'est dû aux révolutions industrielles en fait. Si tu réfléchis un petit peu, si tu regardes un petit peu comment est-ce que ça s'est construit, les tensions diplomatiques telles qu'elles ont éclaté et les guerres telles qu'elles se sont déclenchées, c'est uniquement parce qu'on a eu les révolutions industrielles et du coup les tensions avec les volontés colonisatrices et ainsi de suite, parce qu'on n'aurait pas eu les révolutions industrielles, on n'aurait pas eu les moyens qu'on avait pour mettre en place les colonies et ainsi de suite, et on ne se serait pas foutu sur la gueule autant, on n'aurait pas perdu autant en fait au final de gens, on n'aurait pas eu un état, enfin on n'aurait pas eu autant de mobilité en fait. Mais bon, bref, voilà pour la petite aparté. Bref, je continue le texte. Les chercheurs qui réalisent ces observations ou ces expérimentations nous dévoilent donc combien il est risqué d'essayer de prédire le comportement de Madame O. À 19h, à la terrasse du restaurant, et faisant cas de la manière dont elle a réagi à 16h sur la plage au moment du larcin. Ça ne veut pas dire qu'il rejette nécessairement l'idée de consistance comportementale, celle-ci est tenace, ni même qu'il la remette en cause. Il pourrait avancer que cette consistance est réelle, mais qu'elle ne peut pas être appréhendée que sur de vastes ensembles de comportements. Il faudrait, en l'occurrence, que nous connaissions la façon dont Madame O s'est effectivement comportée dans une bonne vingtaine de situations semblables. Alors peut-être pourrions-nous constater que Madame O a tendance à intervenir lors d'un vol, un peu plus souvent que certains, mais peut-être un peu moins souvent que d'autres. Cette idée très souvent avancée n'a pas donné lieu à la publication de nombreuses recherches. D'ailleurs, c'est même dans ces recherches, les variations de comportement qui dépendent des situations sont très souvent plus importantes que celles qu'on peut attribuer aux personnes. Toujours est-il que Madame O a produit, à quelques heures d'intervalle, deux comportements inconsistants, et cela mérite une explication. Pour expliquer de telles inconsistances, certains psychologues font volontiers appel à la notion déjà ancienne de la spécificité comportementale, notion qui traduit la dépendance du comportement à l'égard d'une situation donnée. Michel en 68. Dans le cas qui nous occupe, il est évident qu'au moins une des deux réactions de Madame O puise son origine de la situation où elle se trouve placée. Et nous savons laquelle. Si Madame O est intervenue au restaurant, ce n'est pas parce que son tempérament ou son sens des valeurs lui dictait de le faire. S'il en était ainsi, elle serait aussi intervenue l'après-midi. Mais tout simplement parce que les circonstances l'ont conduite à agir de la sorte. Voyons comment. À l'examen des deux situations auxquelles Madame O a dû successivement faire face, à la plage et au restaurant, il ne se distingue que par un simple oui. Un simple oui, apporté en réponse à une demande à laquelle il était bien difficile d'opposer un refus. Qui aurait pu, en pareille circonstance, refuser de rendre le service demandé? Certainement personne. Pour le comprendre, il convient ici de bien séparer ce qui relève de la forme langagière et ce qui relève de la logique des rapports interpersonnels. Ah, petit AFK, on m'appelle, donc je reviens tout de suite. Et me revoilà, désolé, petite interruption de téléphone, quelqu'un qui m'appelle pour me faire du démarchage téléphonique et ça me saoule. J'en profite pour boire du coup. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien. Alors, j'en étais où? J'en étais là. Alors, du point de vue de la forme langagière, la demande faite à Madame O s'apparente à une question. Voudriez-vous jeter un coup d'œil sur ma valise, s'il vous plaît? À laquelle elle peut, bien entendu, répondre par un oui ou par un non. Madame O est donc dans une situation de choix. Elle peut accepter ou refuser de rendre le service demandé. Du point de vue de la logique des rapports interpersonnels, la demande faite à Madame O n'est plus qu'une question, mais une requête. L'une de ces requêtes que l'on ne peut guère refuser dans l'échange social ordinaire. Cette conjonction particulière d'un niveau formel, semblant solliciter l'activité de décision, répondre oui, répondre non, et d'un niveau social rendant nécessaire l'acceptation de la requête, est une caractéristique d'une situation que nous retrouverons tout au long de cet ouvrage.
la soumission librement consentie. Alors là, je vais vous expliquer un petit peu. Donc en gros, ce qu'il te dit, c'est que la seule différence, c'est le fait qu'on t'a demandé spécifiquement de faire attention à la valise. On ne lui a pas demandé spécifiquement de faire attention au téléphone, donc elle a vu le vol, elle a laissé couler. Mais là, on lui a demandé de faire attention à la valise, donc elle fait attention à la valise. Et ce qui est expliqué également, c'est que c'est pas une situation où tu peux dire non. En fait, ce qui se passe, c'est que, en l'occurrence, tu te retrouves dans une situation où tu ne peux pas vraiment répondre non. Parce que ce n'est pas une simple question à laquelle tu peux répondre oui, non, basiquement, genre est-ce que 1 plus 1 ça fait 2 ? Tu peux répondre oui, tu peux répondre non, on s'en fout. Là, on est dans une situation où en fait c'est une interaction sociale spécifique qui dans nos sociétés relève pas vraiment de la question oui-non où tu as autant de... Tu peux tout à fait répondre non et ça passera. Non. Dans nos interactions, dans nos groupes sociaux, dans la société telle qu'elle fonctionne, dans nos sociétés occidentales, en tout cas telle qu'elle fonctionne notamment, tu as attendu à ce que tu dises oui. On s'attend à ce que tu dises oui, parce que ça fait partie des règles sociales. Tout comme il fait partie des règles sociales, par exemple, de ne pas venir mettre des baffes aux gens en plein public s'ils disent une connerie que t'aimes pas. Normalement, au pire, tu vas les ignorer. Au mieux, tu vas leur faire une réflexion dans la foule que quand même tu dis de la merde, gros. Mais tu vas pas aller leur mettre une baffe, c'est mal vu. Ou tout autre genre de situation incomparable. Il y a des règles sociales, il y a des règles dans comment fonctionne une bonne société, comment bien fonctionner dans notre bonne société, tout ça, tout ça. Alors bonne dans le sens attendu, hein, pas dans le sens c'est moralement bien, machin truc. Ça n'a rien à voir, hein, c'est pas du tout le propos. Du coup là, la question qu'on lui pose fait que elle ne peut pas répondre non sans déroger aux règles sociales de notre culture. Ce qui fait que du coup, elle est obligée de répondre oui. Comme elle répond oui, elle est obligée de faire attention à la valise. Et ça enclenche le processus de fais attention à la valise. Du coup, l'exemple est un peu dommage, il est bien, mais du coup, le oui traite déjà de la valise, alors que si elle avait répondu oui à un truc tout autre, elle aurait quand même pu protéger la valise. Oui, mais c'est pas la même chose. Ça, on en parlera plus tard. Ce n'est pas le même exemple. Mais c'est un autre moyen. Là, on parle de fait, comment est-ce que vraiment tu peux forcer une personne, enfin forcer, façon de parler, comment est-ce que tu peux pousser une personne à, par exemple, protéger ton bien, tout simplement en lui demandant, en fait, voilà, en lui demandant est-ce que tu peux faire attention à ma valise parce que je vais téléphoner 5 minutes. Voilà, ça suffit. Rien que ça. C'est des trucs cons, hein. Ça n'a pas révolutionné votre vie, hein. On soit d'accord, hein. Là, il commence soft, hein. Il commence avec les trucs basiques, et après il partira sur d'autres exemples un peu plus compliqués, mais là déjà il vous explique ça. Et donc comme il le dit à la fin du paragraphe, ça c'est ce qu'on appelle la soumission librement consentie, c'est-à-dire qu'en fait, techniquement, on vous a pas forcé, on vous a pas dit protège mon sac, ce qui n'est pas la même chose, on vous a dit est-ce que vous pouvez protéger mon sac, et le fait est que, même si c'est techniquement, factuellement d'un point de vue du langage, une question, socialement c'est pas une question. Socialement c'est plutôt une injonction. Mais comme d'un point de vue de la formulation du pur langage, c'est une question, tu acceptes toi de te soumettre à ça. Tu acceptes de donner ta soumission à ça. Et donc c'est ce qu'on va appeler la soumission librement consentie. Tu vas dire oui. Et tu vas t'engager dans ce processus. Parce que factuellement, tu as la possibilité de dire non. Même si socialement c'est mal vu et compagnie, factuellement tu peux dire non. C'est juste que tu as donc le bagage social qui fait que tu ne peux pas dire non. Tu ne vas pas dire non. Dans la très grande majorité des cas, tu ne vas pas dire non. Tu trouveras toujours des gens pour dire non. Mais dans une énorme majeure partie des cas, tu vas trouver des gens qui vont dire oui. Parce que socialement, ils ne peuvent pas dire non. Mais factuellement, ils peuvent dire non. Mais comme ils ont dit oui, et que factuellement ils auraient pu dire non, ils vont se mettre dans un état de pensée, ils vont se mettre psychologiquement dans l'idée qu'ils doivent répondre à la demande. Qu'ils doivent effectivement protéger le bien que tu leur as confié dans le cas de la valise. Si nous avons choisi de raconter ce premier fragment de vie de Madame O, c'est parce que ses réactions à la plage et au restaurant sont représentatives de la façon dont les gens réagissent en pareille situation. La démonstration en a été faite par un chercheur américain, Moriarty, en 1975, qui n'hésita pas à placer les sujets de ses expériences dans des situations assez semblables à celles de cette chère Madame O. Dans une première expérience, l'expérimentateur, en tenue de plage, s'est installé avec sa radio à côté d'authentiques baigneurs new-yorkais, qui se prélassaient sur une plage. Avant de s'éloigner, laissant sa radio à même le sable,
il tenait à son voisin le plus proche l'un ou l'autre des deux propos suivants. Aux uns, condition d'engagement, il disait « Excusez-moi, je dois m'absenter quelques minutes. Pourriez-vous surveiller mes affaires ?» Comme on l'imagine, tout le monde répondit à cette question par l'affirmative. Aux autres, condition dite de contrôle, il disait « Excusez-moi, je suis seul et je n'ai pas d'allumette. Auriez-vous l'amabilité de me donner du feu ?» Comme on l'imagine, il ne lui fut pas plus difficile d'obtenir du feu. L'expérimentateur s'est à peine retiré qu'un compère venait subtiliser la radio. Dans la condition d'engagement, 95% des baigneurs interviennent pour arrêter le voleur. Mais il ne s'en trouve que 20% dans la condition contrôle. Dans une expérience identique, mais réalisée cette fois dans un restaurant, la radio étant remplacée par un cartable en cuir, les résultats obtenus furent encore plus forts. Dans les conditions d'engagement, 100% des personnes interviennent, contre seulement 12,5% dans la condition contrôle. Donc là, par exemple, tu vois que tu as un effet direct entre est-ce que simplement un échange qui ne porte pas sur le est-ce que vous pouvez garder mon bien et un échange où on dit est-ce que vous pouvez garder mon bien. Déjà, la différence, elle est notable. La différence, elle a une... comment dire, elle est... ah putain, j'oublie mes termes. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de recherche. Elle est... Alors, c'est pas pertinente. Elle est significative. Voilà, merci. Enfin, merci à moi-même parce que je l'ai retrouvé tout seul comme un grand, mais bon, vous avez compris l'idée. Donc, c'est une différence qui est significative. Vous avez également, et c'est là d'ailleurs le problème de la recherche, je pense, et je pense qu'elle a dû être critiquée sur ça à son époque, vous n'avez pas de condition dans laquelle il n'y a pas d'échange. Parce que si ça se trouve, si vous avez une condition dans laquelle il n'y a pas d'échange, le pourcentage de personnes qui interviennent est peut-être ou pas comparable à la condition contrôle. Mais ça serait intéressant de savoir que, est-ce que le simple fait d'avoir fait un échange, pour avoir là en l'occurrence des allumettes, est-ce que ça permet d'avoir un effet pour protéger tes affaires ou pas? C'est pertinent à savoir. En l'occurrence, je peux vous le dire, normalement, oui, il y a un petit effet. Il n'est pas forcément ultra significatif, mais quand même, il y a un effet entre le fait d'avoir un échange ou pas du tout. Moins vous avez d'échanges, plus les gens s'en battent les reins. Plus vous êtes rentré dans leur ligne de vision d'attention, plus ils vont faire attention. Et alors si tu as engagé la personne en la demandant, comme là, est-ce que vous pouvez prendre soin de mes affaires, comme ils disent, 95% ou 100%, ce qui est quand même énorme, car tu as engagé la personne vis-à-vis de toi. Effectivement, en fait, le fait d'avoir discuté avec elle, même sans l'engager sur le fait de protéger tes affaires, le fait d'avoir en fait entamé quelque chose et de lui avoir demandé un service, c'est le principe d'avoir demandé un service, c'est ce qu'on avait appelé le pied dans la porte en fait. Tu lui as demandé un petit truc, et en fait la personne va être... Alors, pied dans la porte c'est encore un peu différent, parce que techniquement c'est tu demandes un petit truc, et tu peux du coup derrière demander un truc plus gros. Là c'est un peu... Enfin, c'est un peu différent, mais en gros, ce que j'ai souvenir dans les études que j'avais étudiées, mais je pense qu'on en reparlera peut-être après, c'est que le simple fait de l'avoir discuté avec elle, de leur demander un service, fait que en fait tu es rentré dans son attention, et du coup tu es un peu peut-être rentré dans ce cercle social, ce genre de choses, ce qui fait qu'elle va être un peu plus soumise que si elle t'avait pas parlé du tout, à faire attention à toi. Parce que tu es rentré dans son cercle, en fait, à un moment donné, par une interaction sociale quelle qu'elle soit. En l'occurrence, là, demander des allumettes. Mais en l'occurrence, encore une fois, c'est à voir si vraiment ça a été fait et comment. Mais il y a, à mon avis, il y a un effet... J'ai souvenir d'avoir vu des études qui traitaient sur ce genre de choses, et normalement, il y a un effet qui est présent entre le j'ai pas du tout interagi, j'ai interagi, et évidemment j'ai interagi en lui demandant de réagir. C'est le principe du challenge Facebook d'il y a 4 ou 5 ans qui amenait les jeunes à se suicider. De quoi? C'est surtout qu'il y a un coût à ne pas réagir du moment où tu t'es engagé. La passivité peut être reprochée. Tout à fait, tout à fait. Ça fait partie des choses qui vont être dedans. Justement, comme tu es rentré dans le cercle, en fait, effectivement, tu vas avoir, en fait, de manière stupide ou en soi, parce que la personne, ça se trouve, tu l'as vue là aujourd'hui, tu ne la verras plus jamais. Mais comme elle est rentrée dans ton cercle, tu sais qu'on peut te reprocher, puisque tu es juste à côté, que tu as déjà épapoté avec elle et que tu t'es bien entendu, tu vas te retrouver dans la situation on peut te reprocher de ne pas avoir pris soin de ses affaires alors qu'on a bien échangé juste avant et que ça se passait bien et que c'était cool. Et parce que tu es rentré dans son cercle social, tu es rentré, on va pas dire dans sa famille parce que c'est pas le principe, mais tu es rentré dans son entourage, entourage dans le sens très très large du terme, encore une fois de manière totalement temporaire, mais néanmoins ça participe à ça. C'était quoi le truc de Momo? Wesh cousin? Quoi? Je
vous ai pas suivi là. Pardon, réflexe. Je vous ai pas suivi. Vous parlez du challenge Facebook chelou, mais je sais pas trop de quoi vous parlez. Je sais pas trop de quoi vous parlez. J'avoue que je suis pas trop les trucs de challenge et compagnie. Dire que je m'en bats les reins est un euphémisme. Il y avait un challenge sur Facebook en genre 30 jours. Ok. Ça a pas l'air bien. Généralement, les challenges, c'est un peu des conneries. Je tacle direct, hein, mais bon, voilà, la gratuité, tout ça. Tous les jours, tu devais remplir un truc à faire et prouver en photo. J'avais vu passer un truc comme ça en prépa. Oh là là, ça a l'air bien votre truc, hein. Ça a l'air bien. Ça a l'air bien. Il y a 4 ans à peu près, je dirais. Ok. On en profite pour manger un petit bout, hein. J'avais fait les gros titres. Défi de mutilation et autres. Ah ouais, sympa. Ah bah ça donne envie. Ça donne envie, hein, dis donc. Bah étonnant, oui, s'il y avait des morts. C'est peut-être au début, genre dessiner une ligne sur ton poignet, comme si c'était avec un couteau, mais avec un stylo, etc. Et puis après, tu dois aller à te mutiler, ce genre de conneries. D'accord, ça donne envie. D'accord. Ah bah c'est sympa. Quelle connerie ce truc. Quelle connerie. Mon dieu. Bon, on va continuer sur les choses intéressantes. Désolé. Pour apprécier la portée de ces résultats, mieux vaut éliminer tout de suite quelques explications commodes qui pourraient nous embrouiller l'esprit. Dans les deux conditions, la condition d'engagement comme la condition contrôle, témoins et victimes ont eu l'occasion d'échanger quelques mots. Ce n'est donc pas parce que leur voisin leur a adressé la parole que les personnes de la première condition sont plus enclines à arrêter le voleur. On ne peut pas davantage expliquer les résultats, en supposant que dans la condition contrôle, les gens ne sont pas intervenus parce qu'ils ignorent que l'individu s'était approché subrepticement de la radio ou du cartable du voleur. Dans cette condition, en effet, les quelques mots échangés avaient permis à l'expérimentateur de faire savoir qu'il était seul. Il s'agit donc bien, pour tout le monde, d'un vol caractérisé. Et enfin, et surtout, il n'est guère possible de penser que les personnes de la condition d'engagement étaient davantage portées à réagir face au vol que les personnes de la condition contrôle. En effet, toutes les personnes à qui l'expérimentateur a demandé de bien vouloir surveiller ses affaires, qu'il s'agisse d'une radio ou d'un cartable, ont accepté sans exception de le faire. Impossible donc de considérer que les personnes qui ont accepté de surveiller les affaires de l'expérimentateur avaient tous des personnalités... Impossible donc de considérer que les personnes qui ont accepté de surveiller les affaires de l'expérimentateur avaient des personnalités ou des valeurs différentes. Je comprends pas la phrase. Impossible donc de considérer que les personnes qui ont accepté de surveiller les affaires de l'expérimentateur avaient des personnalités ou des valeurs différentes. Bah si, justement, ils ont forcément des valeurs et des personnalités différentes. Ils ont tous accepté. Et c'est improbable que tous les gens que tu as croisés sur la plage, à qui tu as demandé, sont tous des copies les uns des autres. Ça me semble bizarre. Il y a un truc que je comprends pas dans la phrase. Soit elle est mal écrite, soit il y a un truc que je comprends pas. C'est possible aussi. C'est donc bien parce que les sujets de la condition d'engagement ont été amenés à répondre oui à une question à laquelle ils ne pouvaient pas répondre non, qu'ils se comportent finalement de façon si différente des sujets de la condition contrôle, auxquels l'expérimentateur n'a pas demandé de veiller à ses affaires. Les résultats rapportés par Moriarty au milieu des années 70 vont donc bien plus loin qu'il n'y paraît. Pas sur cet aspect-là peut-être, je crois que j'ai capté. Ouais, je pense que ça veut dire que c'est entre ceux qui ont entre les deux conditions. Je pense que c'est entre les deux conditions en fait, ce qui veut dire. Je pense que c'est... oui, en fait c'est dans l'idée que... Oui, je pense que j'ai capté. En gros, c'est l'idée que puisque toutes les personnes à qui il a demandé ont dit oui, dans la condition d'engagement, qu'on ne peut pas penser que les gens de la condition contrôle sont fondamentalement différents des personnes de la condition engagement. Puisque tout le monde a accepté dans la condition engagement, c'est qu'ils sont représentatifs de la population générale. C'est improbable, c'est ce que je vous disais, c'est que c'est improbable que toutes les personnes à qui tu as posé la question et qui t'ont dit oui du coup, sont tous les copies les uns des autres. Ça n'a pas de sens, c'est improbable. Donc ils sont forcément tous fondamentalement différents dans leur comportement et compagnie. Donc il est improbable de penser que toutes les personnes de la condition engagement sont, on va dire, plus ou moins pareilles et fondamentalement différents des personnes de la condition contrôle. Ce n'est pas pertinent. Je pense que c'est dans ce sens-là.
Je pense que c'est dans ce sens-là. Et donc du coup, en fait, forcément, les deux types de population de la condition contrôle et de la condition engagement sont équivalentes. Part du principe que pour réagir de la même façon à quelque chose, il faut avoir la même personnalité. Non, non, je pense pas que ça soit ça du tout. Non, non, justement. Justement parce qu'il le précise après en te disant, c'est donc bien parce que les sujets de la condition d'engagement ont été amenés à répondre oui, qu'ils se comportent finalement de façon différente des sujets de la condition contrôle. Je pense que vraiment c'est dans ce sens-là. C'est en fait fondamentalement les gens de la condition contrôle et les gens de la condition engagement sont pareils, on va dire. Ils ont la même genre de répartition de valeurs et de personnalité. Peut-être que machin est plus égoïste et machin il est plus altruiste. Peu importe, il y a la même répartition en fait de ces différentes personnalités au sein des deux groupes. Et en fait, c'est le fait d'avoir la condition est-ce que tu as répondu oui ou pas qui fait que tu vas avoir un comportement à la fin qui est différent de je protège ou je protège pas. À mon avis, c'est dans ce sens-là, vraiment. Moi, je le comprends comme ça en tout cas. La clé de l'inconsistance comportementale de Madame O tient finalement à peu de choses. Avoir été amené à dire oui en réponse à une question n'appelant pas à d'autres possibilités de réponse. Et c'est ce oui, des plus faciles à obtenir, qui est au point de départ du processus d'engagement, ayant débouché sur la réaction héroïque que l'on sait. Ici, ce que les psychologues appellent la spécificité comportementale est, en fin de compte, liée à un pur concours de circonstances. C'est te trouver assise, à côté de l'étrangère, à la terrasse du restaurant, s'être vue adresser une requête qui aurait pu tout aussi bien être adressée à quelqu'un d'autre, etc. Circonstances qui ont amené Madame O à rendre le service demandé, sans éprouver toutefois le moindre sentiment de pression ou de contrainte. Nul doute que si l'étrangère lui avait demandé du feu, et non de jeter un coup d'œil à sa valise, elle eût fini tranquillement ses huîtres sans faire plus de cas qu'à la plage du mal à prier de son forfait, affichant alors dans la passivité la plus parfaite consistance comportementale. Mais dans le fond, pourquoi en l'absence de toute pression contextuelle, les gens ne seraient-ils pas consistants ? Reste qu'il est peu probable que Madame O parle de son comportement héroïque comme nous venons de le faire lorsque, rentrée chez elle, elle rapportera la scène à son mari. Sans doute évoquera-t-elle, avec la plus grande sincérité, sa personnalité, son sens des valeurs, l'irritation qu'elle a pu ressentir en voyant le voleur s'emparer de la valise. Soit. Ça c'est intéressant ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Donc là on a fini le chapitre, enfin on a fini la partie de... Comment elle s'appelait déjà ? Je sais plus comment elle s'appelait cette partie. Arrêter le voleur. Donc là il finit en fait en t'expliquant. Donc très clairement, c'est parce que tu t'es engagé à protéger. C'est un exemple de biais. À la fin, oui, c'est ce qu'on peut appeler un biais, effectivement. En fait, tu vas avoir ce qu'on appelle... Alors là, il ne l'évoque pas. Elle va parler du vol au restaurant, mais pas celui de la plage, par exemple. Alors là, en fait, ce qu'on peut... À mon avis, on peut appeler ça c'est de la dissonance cognitive. En fait, c'est là où tu as de la dissonance cognitive qui va être importante. La dissonance cognitive, c'est une théorie qui a été développée depuis pas mal de temps déjà. Qui du coup va t'expliquer un truc un peu intéressant, c'est qu'en gros justement comme les gens sont consistants tout simplement, tu es normalement censé avoir un comportement qui est en rapport à tes idées, et tu es censé avoir des idées en rapport à ton comportement, plutôt logique jusque là. En l'occurrence ce qui se passe là justement, c'est ce que à mon avis on peut rapporter de fait c'est Festinger en fait, hein, pour information, c'est Festinger la dissonance cognitive. Ce qu'on peut là voir comme comportement où elle va rationaliser en disant bah oui non mais c'est mes valeurs qui ont fait que ceci cela, c'est de la dissonance cognitive parce que justement dans le premier cas elle n'a pas réagi, ses valeurs a priori n'ont pas dit qu'il fallait absolument qu'elle réagisse, donc elle n'a pas réagi. Pourtant dans le deuxième cas elle a réagi. Or tu peux pas être inconsistant, ton cerveau il apprécie pas. Ton cerveau il va te dire attends, t'as fait ça alors que t'as pas réagi tout à l'heure ? C'est pas bien, hein ? Ah non, non, hein ? Il faut réduire la dissonance, hein. Parce qu'en gros la dissonance c'est une douleur, c'est une difficulté, c'est ton cerveau qui va constater que ton comportement n'est pas adapté à tes pensées. T'as pensé ça mais t'as fait ça mais tu penses ça. C'est pas normal, ça va pas ensemble, c'est pas bien. Et donc du coup tu vas avoir un inconfort psychologique, que tu en aies conscience ou pas, et qui va se réduire de deux manières. 1. Tu fais conforter tes comportements à tes idées.
Bon, j'avais fait ça et ça colle pas à mes idées, bah je vais arrêter de faire ça et je vais me comporter de manière à ce que mon comportement soit logique par rapport à mes idées. Ou l'inverse, j'ai fait ça, je pense ça va pas ensemble, bon bah je pensais ça mais je vais arrêter de penser ça et maintenant je vais penser tel truc qui est logique au vu de mon comportement. Tu es obligé de faire ça. Voilà, c'est obligatoire. Et du coup, ce qui va se passer là, pour moi, ça se rapproche un petit peu justement de la dissonance cognitive, c'est qu'arrivé le soir, quand elle va en parler à son mari, il faut que ça soit logique. Il faut que son cerveau dise, attends, on a telle valeur, on a telle manière de fonctionner, et là, t'as réagi. Alors que d'habitude, tu ne réagis pas. Pourquoi? Et ton cerveau ne peut pas dire, il n'a pas conscience, pas comme ça, que c'est parce qu'on t'a demandé de t'engager et que tu t'es engagé et que du coup, comme tu t'es engagé, tu l'as protégé. Le cerveau, il n'en a pas conscience de ça. Le cerveau, ils sont pas les reins. Seule chose qu'il constate, c'est que tu as réagi. Donc pourquoi tu as réagi? Il faut justifier. Et bien on va dire que tes valeurs, c'est ça. Et donc bah du coup, tu te comportes et tu produis du coup un discours qui consiste à dire j'ai eu ce comportement, mais si j'ai eu ce comportement, c'est parce que j'ai ces valeurs-là qui me font avoir ce comportement-là. Tout simplement. Et vous pouvez notamment jouer sur c'est parce que la personne s'est très mal comportée que ça m'a énervé, et du coup j'ai réagi tout de suite. C'est parce que bah non, j'ai toujours été altruiste et j'ai toujours voulu protéger les gens, patati patata. Quand bien même ça peut être totalement faux, et quand bien même vous avez une énorme majorité de cas dans lesquels ce n'était pas le cas avant, là il faut que d'une manière ou d'une autre la dissonance cognitive se réduise. C'est facile de dire j'ai pas de chance car tu as fait 3 échecs critiques dans ta soirée JDR, même si en rapport tu as 80% de j'ai réussi. De quoi? J'ai pas compris le rapport, Balkeo. C'est stupide, on a des comportements en rapport avec le contexte autant qu'avec tes idées, sinon plus. Ah mais bien sûr, mais le principe de la dissonance cognitive, c'est pas que c'est pas normal. La dissonance cognitive, c'est un fonctionnement du cerveau, c'est un fonctionnement de la psyché humaine qui est logique. Parce que justement, comme tu le dis, on a beau avoir de très belles valeurs, de très belles idées, tout ce que tu veux, ton comportement, tu vas l'adapter en fonction du contexte. Et en fonction du contexte, eh ben, tu vas pas forcément agir de manière cohérente et logique par rapport à tes valeurs. Tu vas peut-être devoir tordre un petit peu le cou à tes valeurs et réagir de telle manière. Et c'est pour ça que tu as la dissonance cognitive qui te dit ah tata, tes valeurs c'est ça et là tu t'es comporté comme ça, c'est pas logique. On va réduire ça. Et pour le réduire, faire ce que j'ai dit juste avant. Il y a des moments fun pour des échecs critiques, ou des moments sans trop de conséquences. Oui, c'est vrai. Je dois tellement me retenir de faire des commentaires politiques sur la dissonance cognitive, comme, vas-y, fais-toi plaisir, fais-toi plaisir, fais-toi plaisir. Tu sais qu'ici on peut, hein. Taclons le politique, on aime ça, nous, on aime ça. Ça fait une longue VOD, en vrai, ça fait une pas mal longue VOD, je pense. Donc on va couper là pour cette première partie de la rediffusion, donc de la lecture du petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens. Donc bah du coup, petite pause, on se retrouve pour un prochain épisode de la lecture. Ciao ciao ciao.